Bien, bonsoir. Donc, on va aborder ce soir avec Jacques Brugard, c'est ça, qui est tailleur de pierre, la question de la phase de chantier, du début à la fin, comment l'aborder, comment la mener. La présentation ce soir ne reprend pas, on va dire, un cours de direction de chantier ou de conducteur de chantier, parce que vous serez endormi avant la fin de l'heure et puis ça tient pendant 1 heure. Donc j'ai essentiellement axé la présentation sur 2 choses. La première sur la façon dont les particuliers abordent la phase chantier, donc la phase concrète, quand on arrête de rêver, quand c'est plus une question simplement de financement avec le banquier ou d'acquisition. Et l'autre, les problèmes spécifiques que pose la phase chantier. Des problèmes spécifiques, quelques problèmes, 5-6 points, c'est tout, quoi. Voilà. Donc c'est pas un cours complet de conduite de chantier. Le sommaire, donc le premier chapitre, c'est la consultation d'entreprise, la mise en concurrence. Il faut savoir que souvent, pas toujours, mais souvent, les gens qui n'ont jamais été confrontés au choix d'entreprise, à la gestion de chantier, procèdent de la même façon. On prend une entreprise conseillée, une entreprise recommandée, une entreprise qui vous a donné une certaine crédibilité et passer, on va dire, cette impression, c'est une relation qui est basée sur la séduction, sur la confiance, des fois sur la croyance et des fois encore sur la superstition. Donc c'est une chose, on va dire, entre 2 parties qui est plus ou moins irrationnelle et qui est basée sur la confiance. Et qu'on ait beaucoup confiance ou aucune confiance, ça ne suffit pas forcément pour gérer un chantier. Parce que c'est une histoire de gros sous, de décompte à la fin, de non-dit, et comment sortir de cette espèce de situation ingérable, parce que quand ça se passe bien, tout va bien, quoi. Mais en général, on a beaucoup d'imprévus dans un chantier. Et ces imprévus, les gens ne les voient pas souvent comme un signe du bonheur, quoi. On serre les fesses, quand c'est mal vécu, c'est des fois le banquier, même quand c'est bien vécu, c'est le banquier qui le vit mal, quoi. Donc il faut essayer de trouver une autre situation sans faire appel à un tiers intervenant, un avocat, le tribunal ou autre chose, où on arrive à gérer cette situation et sortir de cette simple relation de confiance, quoi. Donc quand on se trouve à une ou plusieurs entreprises, on a des choix à faire et il faut se donner des éléments d'aide à la décision, j'appelle ça comme ça, hein. Donc ce sont des choses que nous aussi en tant que professionnels auxquels on est confrontés, hein, parce que des fois on se fait séduire aussi par le projet, on se fait avoir. Et après on s'est dit, je suis allé trop loin, c'est plus exactement, on est sorti, ça coûte trop cher, c'est compliqué. Et il faut savoir revenir aux éléments de base. Donc c'est pas que des bons conseils gentils pour le gentil acquéreur, le gentil client, quoi. C'est valable pour toute personne qui doit gérer un chantier, donc il y a un objectif financier à tenir et un objectif de programme. Premièrement, gérer les propositions alternatives, donc on a plein de choix, on ne sait pas quoi faire avec, surtout quand c'est pas son métier, quoi, hein. B, le projet, c'est performance comme objectif, donc à force de gérer les propositions toutes les plus intéressantes les unes que les autres, des fois on en oublie où on voulait en venir. On voulait agrandir le salon, on se retrouve avec un garage et une piscine en même temps, quoi. C'est bien, et puis on est convaincu après 6 mois de négociation que le garage était fondamental, et on oublie qu'en fait on n'a pas besoin, que c'est pas prévu, quoi. Ou alors qu'on voulait du passif, on voulait simplement me baisser parce qu'on s'en fout, hein, on a de l'argent et on se retrouve avec du plus que passif, du positif, enfin les arnaques habituelles, quoi. Et le descriptif comme base de discussion, hein, donc quand on dialogue à 2, on a un outil qui est la langue et il faut parler donc le même langage. Il y a un langage technique, des mots, des phrases qui sont dites et qui servent de langage commun. Il faut savoir parler le langage de l'entreprise. Parce que sinon c'est un peu comme les formules magiques, on vous dit des textes et puis vous l'écrasez parce que vous ne comprenez pas et pour pas avoir l'air bête, on dit oui, en fait vous n'avez pas bien compris. Quand on discute avec un professionnel, il faut ou avoir le courage de lui demander de parler un langage courant ou apprendre son langage, hein, de comprendre s'il n'est pas se faire embobiner par ces formules magiques. Type performance énergétique, ce genre de trucs, quoi, qui sont des fois, il n'y a rien derrière, quoi. Pas toujours, hein, évidemment, mais il y a comme ça des choses où on vous dit c'est bien et le bien ne veut rien dire. Ensuite le référentiel juridique, hein, donc savoir tout de suite aborder les limites
où ça peut vous mener, hein, quand ça se passe bien ou que ça se passe mal, mais il faut les voir avant, et puis lever les incertitudes, préciser les limites. Lever les incertitudes, c'est-à-dire qu'il faut admettre et avoir la connaissance qu'il y a certains domaines qu'on ne maîtrise pas, ni vous en tant que client, c'est-à-dire non professionnel, et ni lui en tant que professionnel, parce qu'il ne voit pas la capacité. On me demande souvent, moi en tant qu'architecte, de voir à travers les murs. Alors il y a des trucs que je vois, mais à travers les murs pas, quoi. Donc on me demande, mais vous aurez pu le voir. Ben non, je ne vois pas à travers les murs, quoi. C'est tout, les fondations, c'est pareil, je ne lis pas non plus l'histoire, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas que certains bâtiments étant bombardés 5 fois, qu'il y a une bombe sous les fondations, des trucs comme ça. Mais souvent, les gens ils pensent que le professionnel, c'est tout, quoi. Donc, pour vous, en tant que client, il faut protéger, mais pour l'entreprise, il faut aussi savoir qu'elle se protège. Donc, elle ne vous prendra pas sous son assistance dans tous les cas, il faut le savoir, quoi. Ensuite, ça, c'est le deuxième chapitre. Ça, c'est, au début, c'est juste, on va dire, de l'aide à la décision, hein. Le deuxième chapitre, c'est des choses un peu plus concrètes. C'est des points particuliers. Donc la coordination inter-entreprise, on pense souvent parce que l'entreprise est gentille, ou parce que c'est quelqu'un de votre famille, ou parce que quelqu'un de bien vous a dit qu'elle sera bien, qu'elle va tout faire. Non, elle ne va pas tout faire, elle ne va pas notamment se coordonner avec beaucoup d'autres entreprises. Non, il m'est arrivé sur des chantiers de marché public d'avoir 30, 32, 36 entreprises pour un chantier. Alors, sur un marché privé, une rénovation, il n'y a pas 36 entreprises, hein, sauf si on n'a vraiment pas de bol. Mais il y a combien, 4-5 entreprises en général, et puis un peu plus, un peu moins, mais les autres qui viennent au début et à la fin, elles sont seules en général. Le démolisseur il fait son truc seul, le paysagiste il fait aussi son truc seul, il a besoin de personne, il n'a pas forcément besoin de se coordonner. Donc il y a un maximum de 5-6 entreprises qui se marchent sur les pieds, et il faut les coordonner, hein. Sinon c'est un peu... c'est comme les éléphants de mer sur la plage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le plus effronté, le plus gros qui écrase les autres, et les plus faibles, les plus jeunes qui se mettent sur les bords, là où il y a des requins, là où il fait froid, quoi. Mais que ce soit le plus gros ou le plus faible, ça se passe mal toujours. Parce que sur un chantier, parce que c'est pas parce qu'on est fort, qu'on a la grande gueule, qu'on va laisser la place qu'il faut aux autres, hein. Le gros, il va toujours dire ouais, c'est la faute des autres, c'est pas mon problème, mais c'est pas vrai. Il y a peu de corps de métier qui peuvent travailler seuls. Très peu. La plupart du temps, dans le meilleur des cas, avec son copain, ça va. Vous ne savez pas, ils se coordonnent. Les bonnes entreprises, c'est en général comme ça. Il faut partir du principe que tout se passe pas bien, ne se passe pas bien, et donc il faut anticiper la chose. Donc il faut en parler, fixer les choses correctement aux entreprises pour qu'elles se coordonnent, hein. C'est pas, et même les bonnes entreprises, des fois, oublient de se coordonner. Donc il faut bien leur rappeler ça, en cas de litige, que c'est à elles de travailler en bonne intelligence. C'est le terme officiel. Donc ça, il faut faire très attention avec ça, sinon elles font ce qu'elles veulent, et puis après, c'était votre problème, quoi. Le respect des délais incompressibles, là aussi, il y en a qui prennent leur rêve leur désir pour des réalités, c'est surtout dans la promotion immobilière où on a vraiment une bonne anthologie de méconnaissance des délais, hein, parce que pour faire plaisir aux clients, l'agent immobilier dit ouais, je vais vous livrer le logement dans 2 mois, dans 6 mois, et en fait c'est faux, il y a des choses, c'est pas parce qu'il le veut ou que le banquier vous coince ou coince si vous êtes entreprise ou client, c'est pareil, que le plâtre va sécher plus rapidement que le plâtre, il a besoin de, je sais plus combien, une semaine par centimètre, plus pour une pondération pour les 3 premiers centimètres, que vous le vouliez ou non. Et après on a des sinistres. C'est pas négociable les sinistres, c'est la moquette qui se décolle, le parquet ou je sais pas quoi, hein, ou le carrelage qui se décolle, quoi. C'est tout. Et c'est notoirement connu, quoi. Et l'immobilier fait toujours pression pour aller plus vite, et puis le patron dit non, et l'immobilier va voir l'ouvrier dit oui, et hop, ça commence. Donc c'est une situation complexe comme ça. Alors la gestion des relations humaines, je vous la laisse. Par contre, la connaissance des délais incompressibles, il faut en avoir, il y en a quelques-uns, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Un bon professionnel vous le dira. Il ne faut pas essayer de faire de pression sur lui pour vous dire ouais mais ça m'arrangerait tellement avant l'été d'être dans le logement, comme ça je peux partir en vacances. Non, si vous le dites professionnel, faites-lui confiance. Ils ne sont pas toujours des arnaqueurs, quoi, hein. Et sinon demandez-lui les détails, après cherchez sur internet des délais de séchage crépi, des délais de séchage plâtre, et vous verrez c'est souvent, la plupart du temps c'est comme ça, quoi. Au moins au début, hein. C'est les exigences des matériaux anciens. Là, Jacques interviendra aussi. Je dirai quelque chose pour le bois. Jacques parlera pour la pierre, c'est son métier. Là, j'ai mal réglé le truc. Précédente. Ah non, c'est la même chose. Non, petit bug. Les exigences des matériaux biosourcés. Donc biosourcés, ce sont les matériaux qui sont produits
par la nature, mais par ses formes vivantes. Donc c'est souvent du végétal, hein. C'est pas donc des formes minérales de la nature, parce que quelque part, à part le transuranien, tout est naturel, quoi. Voilà. Mais là, je sais pas ce qu'il fait. Je vais reprendre dans le désordre. Bref. Et le dernier point, c'est le plan d'étanchéité à l'air. Ça aussi, c'est un petit problème en général, un détail qui pose problème. Alors, premier chapitre, consultation d'entreprise mise en concurrence. Alors, gérer les propositions alternatives, quelques mots-clés qui vous aident à garder toujours l'essentiel, hein. Il existe une infinité de solutions architecturales et techniques à un projet. Exemple, faire une extension. Est-ce que je fais une extension 100% bois? Est-ce que je fais une extension 100% pierre? Est-ce que je fais une extension 100% plastique? Souvent, elles répondent parfaitement à l'usage. Et donc, quand les gens consultent, il y en a qui se font baratiner, il y en a qui se disent mais faites-le à l'ancienne, d'autres faites-le à la radicale moderne, on n'est plus au Moyen-Âge, d'autres, mais vous voyez que vous avez un bâtiment historique, respectez un peu l'histoire, ça collera pas, l'ingénieur il va dire mais attendez, vous avez un tassement, il faut surtout pas faire ça comme ça, faites ça avec je sais pas quoi, du plastique coulé, injecté, bref, vous savez quoi faire. Et souvent, ces propositions sont parfaitement autonomes. On le voit parce que dans les années 80, quand les matériaux construction bois sont apparus, c'était la mode de construire en bois. Et vous voyez, depuis on a construit des maisons en briques, en pierre, elles ne sont pas tombées par terre. Donc c'est preuve qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs réponses à un problème. Et il faut savoir à un moment en arrêter, sinon on a une espèce de strabisme, et même l'opticien n'arrivera pas à régler ça, quoi. Il faut se focaliser sur un objet et arrêter tout le temps de regarder plusieurs trucs, quoi. Elles sont souvent toutes valables, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Il faut faire un choix. Et à un moment, il faut arrêter de regarder toujours, pas dire la femme du voisin, mais à un moment, il faut arrêter de faire son choix et vivre heureux avec, c'est tout, hein. Et c'est le moment où on signe les contrats. Et pourquoi? Parce que souvent on a ça dans la phase de réalisation, on sent que le doute continue un petit peu. On ne sait pas vraiment faire arnaquer par l'entreprise, mais il y a toujours un mec qui revient et qui dit ouais mais tu sais t'aurais quand même, ou la maman ou je sais pas qui vient qui dit t'aurais voulu faire du bois, ton père a fait du bois, c'est solide de bois et ainsi de suite, et vous avez pris de la brique parce que c'était moins cher, je sais pas quoi. Il faut savoir que ni pour vous ni pour l'entreprise c'est bien. Quand on a fait un choix, on revient plus dessus, quoi. Les entreprises le sentent, hein, c'est comme ça, c'est tout. On fait un choix et c'est tout. Comme les concurrents, quand ils vont en haute mer, ils prennent une route, et puis ils taillent, c'est un choix politique, il est pris au début, on revient plus dessus, hein. Si on paume, on paume, c'est pas très grave, mais là, dans le bâtiment, il faut assumer ses choix, et c'est assez douloureux, parce que après, quand on essaie de mixer les solutions, on a le fameux problème, hein, un clou chasse l'autre. Souvent, on a le droit qu'à une carte, quand vous l'avez jouée, vous ne pouvez pas rejouer une deuxième fois. Quand vous avez perdu la confiance des entreprises, ou des artisans, c'est un peu pareil, hein. L'artisan ne travaille pas toujours que pour l'argent, hein. Il travaille aussi pour le plaisir. Quand vous gâchez le plaisir parce que vous revenez, à un moment la qualité s'en ressent, quoi. Il faut savoir faire confiance, c'est très important, quoi. Et quand on a pris un choix, il faut vraiment l'assumer, quoi. Et le plus difficile, c'est de faire la conception, hein, du dessin, ne serait-ce peut-être de la cuisine aussi, hein, mais c'est valable dans tout acte de création. Le plus difficile, c'est d'épurer. C'est-à-dire enlever tout ce qui est inutile. C'est pas de charger, c'est-à-dire vous avez demandé à un artisan. Chez les gens, ça n'arrive pas qu'aux particuliers. Il y a un industriel, un gros industriel, qui une fois nous avait consulté pour une extension d'usine, une nouvelle usine. C'est un gars du secteur d'ailleurs. Et on lui a demandé le programme. Et il nous a dit moi je veux une usine, c'est à vous de me faire votre meilleure offre, meilleur prix. Non, on ne savait pas si c'était quoi, quelle hauteur. Il nous dit ah non, mais alors les mots qui sortaient c'était beau, bien, grand, marbre, lumineux, pas cher. Mais on ne savait pas si c'était 5000 m² ou 10 000 m², quoi. Et le gars, il voulait nous mettre en concurrence de hiérarchie, mais bon, c'est pas sérieux, ça. Avec des mots beaux, bien, et marbre, on va pas loin, quoi. Des fois, c'est ce qu'on appelle de la photocopie, hein. C'est ce que les gens appellent du stratifié, donc on a la photocopie de marbre ou photocopie de bois. C'est pas du bois, ça. Ou du vrai marbre, c'est pas le même prix, quoi. C'est pas le même usage. Et donc il faut vraiment aller à l'essentiel et revenir aux choses en les ayant bien décrites, quoi. Donc, et quand on a une extension à faire au début, il ne faut pas se faire fourguer en même temps un garage, une piscine, des trucs comme ça. C'est vraiment less is more, c'est en anglais, hein, c'est un architecte assez célèbre qui l'avait dit, less is more. Faire moins, c'est beaucoup plus. Si vous avez décidé de faire une piscine, retenez le projet qui va renforcer le caractère de la piscine, pas qui va la rajouter 15 000 trucs, qui va la complexifier, qui va la coûter beaucoup plus cher et qui après ça dépend moins de partie. Donc après vous aurez une espèce de Nautiland, des Disneyland, quoi, où il n'y a plus que les orques et les dauphins qui manquent, et vous aurez pu faire seulement vous baigner dedans, quoi. C'est valable avec tout, quoi. Épurer le projet pour se limiter qu'à ce qu'on veut,
c'est fondamental et c'est quelque chose qui vous suit pendant toute la durée du chantier. Parce qu'il y en a plein qui vont dire ouais, pourquoi vous n'avez pas pris ça, et c'est sans cesse, sans arrêt, quoi. Donc il faut savoir avoir la force de se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça vous mène n'importe où souvent. Petit b, le projet, c'est performance comme objectif. Les solutions proposées par les entreprises doivent servir le projet esthétique, fonctionnel et technique, et non seulement à leur propre intérêt. J'avais, c'est encore une fois la même chose, j'avais personnellement, en tant qu'architecte, donc je ne comprends pas trop comment proposer ça, j'avais une fois un chauffage à remplacer, et j'avais demandé à un chauffeur qui répondait à des cahiers de charges précis. J'avais chaudière, ballon, panneau solaire, mètre carré, j'avais donné la surface du logement, les calculs, les gars devaient me rentrer dedans, et dans leur logiciel les données, et puis ça devait me sortir X quantité de panneaux en fonction de leur performance, et je voyais si c'est plus intéressant d'en mettre 2 ou 1 en fonction de leur moteur, en fonction de leur produit. Et il y en a qui délirait complètement, quoi. Je crois que j'avais dépensé 17 000 euros, et le budget le plus élevé, c'était plus de 55 000 euros, quoi. 55 000 euros pour du matériel qu'il faut changer tous les 10 ans. Le gars, il n'était pas très malin, quoi. Hein. Je sais pas pourquoi c'est un très bon, quoi, mais avoir 5 000 euros de frais de remplacement de matériel, puisqu'en fait, c'est pas tous les ans que je change, mais au bout de 10 ans, s'il faut que je remette 55 000 euros pour balancer toute la quincaillerie et en remettre une autre, je vois pas l'intérêt de chauffer ce truc-là, quoi. C'est vraiment, déjà 17 000, c'est beaucoup, mais comme c'est très simple, ça durait beaucoup plus longtemps, 55 000 me durait moins longtemps, quoi. Et ça dépasse tout entendement, quoi. Le gars, il n'a même pas fait le calcul, mais qu'est-ce qu'il dépasse 55 000 euros pour du chauffage? Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et donc là, c'est évident que le gars voulait se faire plaisir, il voulait trouver un pigeon, qui voulait se faire, je sais pas quoi, une installation de prestige, mais bon, ça lui sert plus à lui qu'à moi. Et donc, il faut toujours revenir aux fondamentaux, il ne faut pas se laisser bananer. En gros, il ne faut pas se laisser mener par le projet. Le projet, c'est pas que le délire de l'artisan, du vendeur, du commercial. C'est des fois simplement les petits plus qui se rajoutent, et puis au début, on se dit pourquoi pas mettre l'installation à l'extérieur, c'est souvent ce cas, hein, parce qu'à l'intérieur, ça prend de la place. Hein. Et c'est tellement intelligent, sauf qu'en la mettant à l'extérieur, il faut construire une extension, un toit, donc des fondations, donc demander un permis de construire. Donc, du coup, rien que les aléas qui sont induits par cette option coûtent beaucoup plus cher que le projet lui-même, quoi. J'ai très souvent des gens qui veulent des issues de secours, des entrées secondaires. Mais quand on regarde, le petit truc intelligent qu'il fallait juste mettre à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur coûte 10 fois le projet. Il faut toujours se concentrer sur le service rendu, l'objet, le cahier des charges, on va dire, initial, quoi. Et c'est très facile quand vous êtes, une personne âgée, que vous n'êtes pas du métier, de se faire bananer comme ça, de se faire emmener par le projet. Et à un moment, on se retrouve avec un projet, mais putain, je sais pas comment j'ai fait pour signer ce truc-là, mais je vais avoir des vacances encore, mais je n'ai plus de vacances, j'ai plus rien, non, tout est parti dans le chantier, quoi. C'est important. Lui, l'entreprise, elle n'a aucun problème à exploser le budget, quoi. Voilà. Ensuite, les risques, c'est des dérapages financiers, comme je l'ai dit, perte de performance thermique. Vous pouvez très bien vous trouver avec un projet qui est totalement incompatible. Moi, j'ai des gens, par exemple, pour lesquels on a tellement bidouillé le sous-sol que le grand garage pour 2 voitures, on n'y rentrait même plus une voiture. Alors que dès le début, j'avais dessiné la voiture, j'avais montré, mais lui, elle a poussé la bagnole, à un moment, elle touchait le coffre, la porte de garage, même en change la voiture, on ne s'y rentrait plus dedans, quoi. Ces bagnoles, elles sont dehors, hein. Sa maison, il a son escalier monumental, sa cave à vin génial, mais un garage qui ne sert à rien, quoi. Initialement, on a mis sous-sol juste pour la bagnole, quoi. Donc on n'a même plus répondu à l'attente initiale. Voilà. Donc perte de performance par thermique, mais c'est très souvent le cas, hein, des gens qui se laissent emmener par des solutions que je vois dans les foires, ou je ne sais pas où, là, par des bonimenteurs, et on se retrouve avec des isolations miracles, hein, on est dans la croyance toujours, hein. La confiance au début, après la croyance, et puis on est dans le paranormal, quoi. Et on caille, c'est tout. Et perte de cohérence structurelle, la structure générale du projet, ou la structure constructive statique du bâtiment, quoi. On reste toujours maître du devenir. C'est comme ça. Si vous avez des enfants, vous savez, à un moment, il y a beaucoup de parents qui, à un moment, inversent la situation et se retrouvent dans le rôle de l'enfant, et c'est l'enfant qui décide. Vous avez peut-être connu ça, vous rigolez, mais vous avez des enfants? Non? Oui. Des voisins qui ont des enfants? Non, le frère? Vous voyez, c'est une situation courante, hein. Dans les couples aussi, il y a l'homme qui devient la femme qui devient l'homme. C'est des jeux, hein. Bon, ça vous amuse. Nous, en tant que professionnels, c'est des situations qu'on voit. Il faut toujours, en tant qu'architecte, on a une règle déontologique, on ne doit pas mettre la santé financière du client en péril. On ne doit pas dépasser, dans une certaine mesure, le projet. Bon, moi, je dépasse rarement plus de 2 ou 3% le neuf, et on va dire 5 ou 10% l'ancien. Il faut s'y tenir, sinon ça ne va pas, dans les choses acceptables, quoi. Donc, et quand vous n'avez pas un professionnel qui vous conseille de ce côté-là, vous êtes obligé de faire confiance. Et malheureusement, des fois, on se trouve, c'est l'entreprise qui décide tout, quoi. Et
le client qui dit oui, il cherche juste où signer, hein, et puis il signe, et puis c'est perdu, quoi. La situation est perdue pour lui. Voilà. Donc la réalisation du projet est un élément essentiel de la mission de maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est quand vous êtes maître d'œuvre, vous avez un projet, vous tenez le cap, comme un capitaine de navire, quoi, hein. Vous avez l'exemple de, je sais pas comment il s'appelait là, Christophe Colomb, il voulait aller aux Indes, il a été en Amérique du Sud, quoi, hein. C'était sympa au moment où on n'avait aucun outil de maîtrise d'œuvre, mais gérer un chantier, c'est pas très dur, quoi, hein. C'est pas très dur. Comme dit, normalement, quand vous avez une bonne entreprise, ou de charpente ou de maçon, elle vous donne en général la température, elle sait où ça va, quoi. Ce qu'il faut, c'est éviter de ne pas se faire bananer par le secondeur. Là, c'est bien un petit peu plus délicat, quoi. Mais en général, les grosses entreprises de structure, elles ne savent pas trop où ça va, quoi. Elles vous disent aussi, là, on n'y arrivera pas, ça va être trop compliqué, vous allez être obligé de tout changer. Mais souvent, malheureusement, le nombre d'interlocuteurs fait qu'on ne sait plus sur quel pied danser quand on est client. Voilà. C'est le descriptif comme base de discussion. On ne peut comparer que des choses comparables. Là aussi, beaucoup d'entreprises se font une joie d'écrire en chinois, c'est-à-dire dans un descriptif, une offre. Donc je rappelle comment font les gens en général, hein, ils ne prennent pas un architecte, pas un maître d'œuvre, ils demandent à plein d'entreprises de venir, ils font venir au fur et à mesure, et puis chacune décrit ce qu'elle voit, donc est-ce qu'elle le sait faire, et puis le reste, ce qui l'embête, elle ne le décrit pas évidemment, quoi. C'est pas folle. Et elles insistent bien sur les points juteux ou pas trop difficiles. L'entreprise, son but, c'est de faire de l'argent et pas se mettre en péril. Ils ne sont pas non plus fous, quoi, hein, ou arnaqueurs systématiquement, mais elles doivent se concentrer sur les choses qui sont bien, quoi. Alors que quand vous êtes maître d'œuvre, vous décrivez toute la situation avec tous les cas, difficiles et faciles. Et donc, pour ceci, pour séparer les choses comparables, donc il faut éviter les solutions, par exemple, où on a des devis que de choses techniques. Une entreprise de chauffage, elle va mettre que lister des équipements d'une marque. Vous ne pouvez rien faire, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Je vous mets une WSD modèle 3P version AX, je ne sais pas quoi. Et puis après, 35 000 tuyaux de je ne sais pas quoi. Je ne savais pas où ils vont et à quoi ils servent. Et puis un autre, vous avez une liste comme ça, c'est vraiment bien. Et puis l'autre, c'est pareil, mais d'une autre marque. On ne peut rien faire avec ça, quoi. On peut comparer que les choses comparables. Donc c'est à vous de mettre le mot chauffage, chaudière pour toute la maison, pas juste le hall d'entrée, nombre de radiateurs, nombre de puissance, la température que vous voulez atteindre, c'est des mots français, ça. Il ne faut pas se laisser bananer par les entreprises. Et j'ai de temps en temps des petits malins comme ça qui me refont tous les descriptifs, ils me changent tout et ils me recomposent tout. Alors moi, si je ne les vire pas tout de suite parce que c'est une bonne entreprise, je me passe 2-3 heures à retraduire ça dans un langage courant, et là je vois en général ils sautent, hein, parce qu'il est beaucoup plus cher. Quand je les mets en langage courant, je vois assez rapidement que le gars il ne s'est pas calculé ou il s'est fait plaisir ou il s'en fout, c'est tout, quoi. Donc il a mis la totale sans faire gaffe vraiment, quoi. Et donc pour parler langage courant, il faut utiliser donc une grille d'analyse commune aux deux parties. Les deux parties, c'est vous et la partie adverse, c'est-à-dire l'entreprise, hein. C'est quelque chose que vous comprenez et que l'autre comprend. Il n'y a pas que son chinois lui qui convient, quoi. Et donc les prestations standards, c'est ce que je vous ai dit, c'est donc le titre de la prestation, hein, c'est changer les fenêtres. Changer les fenêtres, dans changer, il y a quelque chose d'ancien et il y a une nouvelle fenêtre. Il n'y a pas juste pose nouvelle fenêtre. Sinon ils vont dire ah mais qu'est-ce qui démonte les anciennes? Et hop, de nouveau, comme par hasard, ça va vous coûter aussi cher de démonter les anciennes que d'en mettre les nouvelles, quoi. Changer, ça veut dire enlever les nouvelles et en faire quelque chose, quoi, et remettre des nouvelles. Et donc il faut utiliser déjà dans la façon de formuler votre demande, il faut être très clair et français. Ensuite, référence aux normes, il y a des normes très précises, hein. Si vous mettez normes françaises, c'est pas normes chinoises. Normes chinoises, c'est vous jetez dans le ruisseau à côté, c'est bon, quoi. Donc, vous mettez normes françaises, et souvent ça calme déjà beaucoup de choses, hein. C'est relativement bien, ça c'est très général. Après, il y a les textes descriptifs standards, vous trouvez sur internet, ou alors normalement une bonne entreprise utilise des textes descriptifs standards. Les peintres, c'est très souvent le cas. Ils disent tapissés, retapissés, peinture blanche, enduit d'accrochage, tout ça c'est très français. Et peut-être qu'ils n'ont pas vraiment de moyens de mouiller, mais en général, il y a quelques corps de métier qui sont rompus à ça, et ils ne jouent pas trop les idiots, mais d'autres qui sont dans lesquels on se prend facilement le pied dans le tapis, quoi. Donc là, on a des textes, donc ça c'est après le détail de l'attente. Prestation standard, c'est le titre de l'attente, texte descriptif, c'est après tout ce qu'on attend, hein. Les fixations, les préparations des supports, l'élimination des déchets, la préparation du chantier, c'est un petit descriptif. C'est pas juste peindre. Peindre,
Si moi vous me demandez de peindre, moi ça ne me dérange pas, mais le parquet va être peint, les sièges aussi, vous aussi d'ailleurs. Et alors qu'un peintre, quand il peint, il va d'abord voir s'il peut mettre un échafaudage, la hauteur du mur, ensuite qu'est-ce qu'il y a à enlever. Il va tout de suite vous dire, avant que j'arrive, avant que je vous réponde, vous enlevez les murs, et ainsi de suite. Et puis dans son prix, il met une bâche plastique sans que vous le demandez, quoi. C'est des choses importantes, c'est dans le descriptif, c'est pas juste peindre le mur. Et l'unité standard aussi, c'est un grand traditionnel, ça, les gens ils disent peindre une fenêtre. Peindre une fenêtre, alors le mec il dit 5 fenêtres à peindre, seulement il y en a une qui est grande comme ça, c'est une seule fenêtre, c'est du boulot, quoi. Et l'autre qui a une fenêtre de WC qui est toute petite. Après vous avez d'autres fenêtres comme des fenêtres historiques avec des petits bois dessus, des tas de moulures. Alors il y a un mec qui va chiffrer prix à la fenêtre. Quand il est pas trop mauvais, il met la dimension de la fenêtre, on comprend. Il met les petits bois, pas de petits bois, ce genre de choses, donc on voit que c'est simple. D'autres, il va mettre au mètre carré. Mètre carré de quoi? Il doit peindre la vitre avec ou juste le mètre carré de peinture de surface? Si vous avez des déroulés de bois avec des moulures, c'est très compliqué. Vous mettez des heures à nettoyer ça déjà. Et il y en a qui mettent au mètre linéaire. Alors le petit bois et le gros bois, c'est pas la même chose. C'était beaucoup plus précieux au mètre linéaire. Et après, souvent, ils se trompent. Parce que les entreprises, elles font, je sais pas combien, 2, 3, voire 10 appels d'offres pour en avoir un. Et le gars, c'est souvent le patron, il est crevé, il s'est déjà collé les clients, ses ouvriers, les fournisseurs, et après les bouchons et ainsi de suite. Donc quand il fait ses devis, il est crevé. Donc lui, des fois, il zappe un peu les unités, et donc il vous met au mètre carré le prix du mètre linéaire, et c'est pas la même chose. Une fenêtre, des fois, ça peut faire 0,1 mètre linéaire, mais ça peut faire 1 mètre carré, des choses comme ça, quoi. C'est pas du tout le même prix, quoi. Donc il faut pas rigoler, il faut prendre souvent les références qui sont standards, hein, et on ne joue pas au con avec ça, quoi. Parce que les entreprises ne sont pas toutes arnaqueuses, mais des fois elles ne voient pas la chose. Vous êtes censé le voir un petit peu quand même, que c'est gros, que c'est compliqué, que c'est en mauvais état. Donc il faut être sympa aussi, quoi. Et pas trop pousser les mains dans les orties, quoi. Présentation et format standard, là aussi c'est bien de tout écrire en vert blanc à la main ou ce genre de truc. Il faut faire concis, clair. Comme dit, les entreprises, elles font des chiffrages le samedi, le dimanche, quand les salariés et RTTistes sont à la plage ou je sais pas où. Les patrons, ils se tapent des dossiers comme ça énormes. Ils n'ont pas le temps de lire des trucs comme ça et de voir 15 000 photos. Il faut vraiment faire un effort de présentation pour à rendre digeste. Hein, même s'il est sympa, des fois, il a 5 minutes pour voir un dossier et remplir, quoi. Si vous lui faites un mémoire de thèse, il ne le regardera pas, même s'il est très intéressant ce mémoire. Présentation des offres dans le tableau à plus d'entrée, hein, donc c'est des colonnes par entreprise et des lignes par prestation. Et donc là, moi ce que je fais, donc là je vous ai mis un extrait de tableau. Donc là il y a 2 entreprises, j'ai marqué en gras les prix unitaires, donc vous voyez rapidement, mais bon, quand vous avez des devis qui font 8-10 pages, et que vous avez consulté 10 entreprises, je vous assure quand vous arrivez à la fin, vous ne voyez plus rien, quoi. Alors sur Excel, il y a un truc qui est sympa, c'est que vous sélectionnez toutes les colonnes, vous allez dans la colonne, après dans l'onglet outils en haut, graphique, tac tac, et il vous sort là ce que vous voyez tout à droite, il vous sort pour chaque position une couleur. Et là, en un clin d'œil, même quand vous avez couché les gamins, que vous avez une tête comme ça, que vous avez crevé, vous arrivez à avoir en un clin d'œil les longues barres, c'est là où la somme d'argent est importante. Donc quand sur une petite barre, par exemple ici, vous voyez qu'il y a une entreprise qui est plus chère que l'autre, vous en foutez parce que la différence elle est de 3 euros, 4 euros. Mais sur une grosse barre ici, vous voyez qu'il y a 2 barres ou 3 barres, c'est là où la différence va se faire. Là vous voyez qu'il y en a un qui est beaucoup plus cher que l'autre. Déjà ça vous sert à voir s'il y avait une incompréhension, une erreur de la part, ou une mauvaise formulation de votre part. Et donc vous êtes téléphoné à l'entreprise pour lui dire, écoutez, vous vous rendez compte, là vous êtes 3 fois plus cher que l'autre pour changer une baignoire, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas 10 baignoires, c'est une baignoire. Et déjà ça vous facilite le truc, et deuxièmement vous voyez ce qui est important et pas important. Donc en une seconde, moi je fais ça me sort un graphique super rapide, en une seconde, clac, clac, je vois qu'il y a voir, c'est bon, terminé, c'est classé, fini. Évidemment, le moins disant, lui je vais l'éplucher plus sérieusement. Hein, je ne me contente pas d'une analyse en lecture rapide comme ça, quoi. Mais l'informatique coûte cher, c'est un piège à con, mais elle nous offre aussi des outils qui sont intéressants. Générer un petit graphique, ça va super vite. Vous pouvez mettre des fromages que vous voulez comme des siens, des courbes, mais avec des barres comme ça, vous sortez une barre au niveau de chaque prix. En un clin d'œil, vous avez vu ceci. C'est une petite salle, quoi. Et puis quand vous modifiez les prix, ça se modifie aussi après, c'est sympa. Voilà. Le référentiel juridique. Donc le référentiel juridique, il est important avant que les ennuis arrivent. Une fois qu'ils sont arrivés, c'est plus la peine de se poser la question, est-ce que j'ai bien formulé les choses ou pas. Donc ça s'anticipe pas. Alors il faut établir les caisses
écrites des dossiers de consultation sur la base des descriptifs employés par les prescripteurs, ça on en a déjà parlé, des textes qu'on trouve, des DTU. Qu'est-ce que c'est les DTU? C'est des documents techniques unifiés produits par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc ce sont maintenant un peu de moins en moins, hein. Maintenant c'est un peu, ils sont fortement influencés par les lobbies industriels dans plusieurs domaines, donc ils commencent, pas tout le temps, quoi, mais à vendre, c'est un peu la chambre d'écho des tableaux, quoi, et des bonimenteurs. Mais à l'origine, c'était des scientifiques, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'ils vous disaient ce qui tient, ce qui tient pas bien, ce qui est durable, pas durable, et ainsi de suite, et ils vous décrivaient la façon dont il fallait mettre en œuvre et pas en mettre en œuvre. Donc c'est dans sa grande majorité, pour l'essentiel, des ouvrages sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Ces documents-là, vous pouvez les demander, ils sont payants, pas très cher, vous pouvez les demander aux entreprises, ils sont normalement longs, ils vous font une photocopie et vous disent voilà comment c'est mis en œuvre. Et là-dedans, c'est clairement mis. Il y a le délai de séchage du plâtre, les colles à utiliser. C'est très très bien documenté. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a aucune situation qui n'est pas décrite dans ces éléments. Donc si vous respectez le DTU, en gros, rien ne peut vous arriver. Bon, il y a un DTU pour chaque corps de métier, hein, il y a la fumisterie, la charpente, le service traditionnel, la charpente moderne, et ainsi de suite, quoi. Il y en a une quantité énorme, mais quand vous faites appel à une entreprise, vous pouvez les demander. Vous pouvez au moins marquer, vous mettez ça en œuvre selon les prescriptions du DTU. C'est beaucoup plus concret et moins vaseux que les normes. Les normes, c'est encore un petit piège, quoi. La vie technique du jour et leur mise à jour. La vie technique, c'est encore un peu autre chose qu'un DTU. Les prescriptions des fabricants, ça c'est très bien. Les prescriptions des fabricants, chaque fabricant de fenêtres, ou de colle ou de carrelage, ou d'isolant phonique, ou n'importe quoi, ils ont des prescriptions très particulières qui font l'objet de DTU ou pas. Hein, et qui sont, pour les colles spéciales, des ragréages, c'est très bien écrit. Hein. Un fournisseur vous demande, vous dit, ah, mais maintenant, un artisan, je vais mettre un réglage, je sais pas quoi, puis vous avez vu, puis ça vous semble bizarre. Prenez la référence sur le sac papier, vous tapez le fabricant, Weber, Broughton, je sais pas quoi, des prescriptions de mise en œuvre pour les entreprises, et c'est très très bien. En tant qu'architecte, vous devez connaître ces trucs par cœur. C'est vraiment par cœur. Hein. Sinon, vous faites bananer. Hein. Les règles professionnelles, là aussi, il y a certains corps de métier qui ne font absolument pas l'objet de DTU ou de règles de fabrication. Hein. Je pense à la pierre de taille, c'est conforme aux règles professionnelles. La restauration, c'est très souvent le cas. Pourquoi? Parce que ça date, c'est des traditions ou des habitudes séculaires, voire millénaires, et pour lesquelles il n'y a pas de texte vraiment écrit. Alors, si vous prenez un bon artisan très connu qui fait de la restauration, vous ne prenez quasiment aucun risque. Mais si vous prenez une entreprise qui faisait la veille, elles avaient un kebab ou je sais pas quoi, une boulangerie traditionnelle ou je sais pas quoi, le gars il était marin, et puis là maintenant il plâtrie quoi. Faut pas avoir peur de demander des détails quoi. Très souvent les choses ont l'air simples. Pour la peinture, j'ai pas trop de problème en général, ça coûte pas très cher, hein, si on a des dégâts c'est toujours les mêmes. Mais il y a des corps de métier où ça s'improvise pas quoi. Donc, il faut savoir que les entreprises qui font tout, en général, font rien de bien. C'est valable dans tout. Hein. Quand quelqu'un vous dit je fais tout, c'est qu'il ne sait rien faire de bien. C'est tout, quoi. Et il ne sait pas de quoi il parle. J'ai très souvent le cas des gars, des maçons qui font le carrelage, et ils posent le carrelage à la main, à sec comme ça, avec les joints, et ils tirent avec les doigts. Et le truc, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est. Non, ça ne fait pas rien du tout les clients, hein. Mais pas du tout. Hein. Parce qu'ils l'ont payé, ils ont fait une avance, et puis le mec s'est barré, et pour lui c'est comme ça, parce que dans son pays, des fois le pays c'est le sud de la France, hein. C'est pas toujours ailleurs. Hein. Dans son pays c'est comme ça, ici c'est pas comme ça, hein. C'est tout. Hein. Et donc il faut s'asseoir sur la règle professionnelle, c'est des choses qui sont très, très intéressantes. Et en général, plus la profession est ancienne, plus c'est là de règles professionnelles reconnues. Hein, pour la VMC, pour l'étanchéité à l'air, c'est pas dans le flou artistique complet, mais pas loin. J'ai beaucoup d'entreprises spécialisées dans l'étanchéité à l'air qui, je sais pas où ils ont eu leur formation, quoi, mais ils avaient la musique à fond, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça se fait, quoi. Et ça prend des années jusqu'à ce que ça s'établisse bien. Bon, ça c'est un détail. Pour la réalisation expérimentale ou hors réglementation, il existe un avis de chantier. Donc là, c'est des gens qui sont particulièrement à l'aise dans la construction, je pense aux charpentiers notamment, qui font des ouvrages d'art assez audacieux. Il faut savoir qu'ils sont capables de se couvrir avec une forme juridique qu'on appelle l'avis de chantier.
Donc ça c'est une exception, hein. Moi je fais pas encore appel à ce genre de situation, des réalisations, des techniques qui sont, que j'utilise dans l'aviation notamment, et pas dans le bâtiment. Dans l'aviation, on sait travailler des matériaux dans les situations limites bien au-delà de ce qu'on connaît dans le bâtiment, hein. Et très très sûr. Hein. Mais dans le bâtiment, ils ne savent pas faire, donc voilà. Dans certains cas. Lever les incertitudes, préciser les limites. Alors, chaque fois, les limites, c'est très important, hein, parce que on a des cas où, tu vois, qu'il y a une entreprise sympa, hein. Il y en a qui sont sympas, demander à une entreprise sympa, je vais refaire la maison, vous pouvez me refaire la maison. Mais la maison, c'est quoi? C'est juste l'intérieur ou l'extérieur? Alors, souvent la mémette se dit, bah, vous verrez, si la peinture tombe, c'est qu'il faut la mettre aussi, vous verrez, vous êtes bon, quoi. Hein. Mais non, c'est pas le même prix, tout intérieur et extérieur, les radiateurs, des fois il y a le parquet aussi à repeindre, certains parquets sont peints, quoi. Des fois il y a des... Il faut fixer des limites, il faut être honnête, quoi. Hein. Dans les années 70, c'était un peu la mode de mettre une remarque vague, et après on fait railler avec l'avocat, ou on retenait le paiement aux entreprises. C'est sympa, ça, mais c'est pas honnête. C'est pas honnête, elle a fait le boulot, vous pouvez pas la coincer comme ça, quoi. L'entreprise, il faut savoir l'arrêter, des fois vous pouvez pas l'arrêter parce que vous n'êtes pas là. Vous revenez, vous étiez en début de semaine, en fin de semaine, bah, il est allé beaucoup plus loin, quoi. Et c'est un bon gars, qu'est-ce que vous faites? Vous le payez alors que c'est pas demandé, c'est vous qui le faites avoir, vous ne le payez pas parce que vous n'avez pas les moyens, c'est lui qui se fait avoir. Donc il faut savoir mettre les limites, c'est pas toujours une histoire de gentil, pas gentil, quoi. C'est le seul moyen d'avoir de bonnes relations. Donc il y a les limites du marché, mais après il y a les limites aussi des risques, hein, et les incertitudes, quoi. Donc chaque fois qu'on a des... Donc moi mon travail en tant qu'architecte, c'est pas d'entuber l'entreprise, c'est d'être le plus précis possible et de mettre en surgras rouge, souligné, et encore rappeler au téléphone tous les points délicats. Et si ça ne lui plaît pas, il n'a qu'à venir, quoi. Et moi je demande que ça, qu'on aille voir le client, qu'on aille voir sur le chantier, quoi. Et souvent c'est le cas, mais moi je lui dis, quoi. Et c'est dans le compte rendu, prendre un de chantier, les gars qui ont signé le marché, je les convoque et je rappelle tous les endroits où il y a des risques. Pas qu'on m'embête avec ça, pas qu'ils me disent ouais mais attendez, vous m'avez dit 1 heure et c'est une semaine le boulot. Non, je vous l'avais dit, première chose à voir, c'est ça. Avant de commander le matériel, vous allez voir si on arrive bien à le faire avec ça, quoi. Donc mon job, et pour les clients c'est ça, c'est de voir tous les objets d'éventuels litiges. Des trucs où c'est vraiment pourri, on ne sait pas, ben, si on n'arrive pas à voir avant, hein, de faire l'appel d'offres, l'essentiel du travail là, pour garder des relations saines. Moi, mes entreprises, je les garde 10 ans pratiquement ou 15 ans jusqu'à ce qu'il y a des roulements internes et qui fait que c'est plus la même entreprise, quoi. Mais je travaille avec la moitié des entreprises, c'est des entreprises extrêmement fidèles, quoi. Il faut savoir établir la confiance. Et très souvent, je vous le dis, hein, c'est pas de mauvaise volonté, les entreprises, c'est pas que des arnaqueurs, quoi. Mais ils n'ont pas le temps de tout voir. Alors quand vous êtes dans le bâtiment, surtout quand vous y habitez, vous l'héritez, il y a plein de choses que vous savez. Ça coûte rien d'attirer l'attention de l'entreprise sur ces points-là. Et voilà. Et donc il faut dessiner les détails. Voilà, c'est des détails, c'est du neuf ou l'existant. Voilà ce que je sors. Hein, donc c'est en 3D, un petit clic et le gars il comprend tout de suite. Il y a le sol béton. Après il y a la liste de charpente, la charpente qui se met dessus. Donc c'est des maisons passives. Donc les charpentes c'est pas la même tête qu'une charpente de maison colombage. Hein, donc c'est du bois industriel souvent ou préparé. Les décrochements, le traitement des ponts thermiques, hein, aux égouts de toiture par exemple, traiter le voligeage pour des bords pour pas qu'ils s'envolent, hein, les discontinuités parce que c'est des fermes qui travaillent qu'on peut pas couper comme ça, hein, c'est des fermes en I, ça se travaille pas la scie, hein, tout ça c'est fabriqué sur commande numérique et donc il faut donner les angles et donc le gars quand il vous chiffre en un clin d'œil il voit tout de suite le truc que ça lui coûte 3 fois le prix d'un truc normal, hop il vous met 3 fois le prix, c'est bon, mais pas 10 fois. Quand le gars il n'a pas le détail c'est 10 fois le prix. Et c'est normal, parce qu'il ne sait pas où il va. Et après, j'ai pompé des détails de fabricants. Ça, c'est donc, par exemple, un bâtiment en bois nécessite ce qu'on appelle un système d'étanchéité sur carrelage dans les salles de bain. Beaucoup de carreleurs qui ne le savent pas. Alors évidemment, ils le savent, les gars. Mais moi, je suis content d'ailleurs, ça ne me dérange pas. Hein, je vide ça. Je répare les sinistres des carreleurs. Strasbourg, là, j'ai des bâtiments où je suis depuis 4-5 ans où on refait tout le temps tout. La première fois parce que c'est à genoux, la deuxième fois parce qu'il y a encore des fuites, la troisième fois parce que sur 4 étages, c'est l'ossature qui est pourrie. Et là, par exemple, on a sur 4 étages des salles de bain arrachées qui sont neuves pour reprendre la charpente. Parce que l'eau s'est infiltrée de manière de plus en plus insidieuse à travers tous les étages pour différentes raisons, quoi. Mais il y a eu des tassements. Un bâtiment en bois bouge et le carrelage ne bouge pas.
comment est-ce qu'on gère ça? Ces mouvements différentiels des différentes surfaces, des différents éléments, on le gère en mettant un élément qui rattrape toutes les erreurs et qui repère l'eau partout. C'est ce qu'on appelle un système d'étanchéité sous carrelage. C'est une espèce de bâche armée. Dans les plus vieux DTU que vous trouvez d'époque allemande, il y avait des systèmes d'étanchéité en plomb. Donc on faisait une salle de bain sous la salle de bain. Et sous le carrelage, on faisait une salle de bain étanche, comme une cuve qu'on remontait, de façon à ce que quand ça bouge, l'eau sous le carrelage aurait été récupérée dans un autre siphon et puis ça partait. Vous ne le saviez pas, ça ne poussait pas, ça tenait très bien, plus de 100 ans, c'est génial. Donc ce système d'étanchéité en plomb existe depuis très longtemps. Les carreleurs sont censés le savoir. Et ils sont tous bons, les carreleurs. Et moi, je vis des sinistres des carreleurs professionnels. Donc c'est juste une illustration, quoi. Et là, donc, je reprends ce système d'étanchéité sur carrelage qui sont détaillés, donc avec les nappes qui se superposent, avec les emboîtements dans les siphons qui récupèrent l'eau qui circule sous le carrelage. J'ai bien dit sous le carrelage parce que le carrelage n'est jamais considéré comme un élément d'étanchéité. Il est tout à fait normal d'avoir de l'eau sous le carrelage. Il y a... moi je vis de ça, quoi. Et avant de faire bien le carrelage, parce que, comme dit avec les particuliers, le particulier, qu'est-ce qu'il va prendre? Il ne va pas prendre forcément le carreleur qui va vous rajouter des pages de trucs incompréhensibles qu'il n'a pas demandé. Il va prendre, il va marquer juste carrelage, et le beau carrelage qu'il a demandé, et moins cher. Donc le carreleur, il sait très bien que pour avoir le marché, il ne peut pas rajouter des trucs comme ça, quoi. Surtout si la personne elle parle alsacien, que la traduction de système d'étanchéité de carrelage dans le DTU il n'est pas traduit en alsacien, c'est pas vraiment. Lui, son père, il n'a pas posé ça, autrefois il n'y avait pas ça, donc on ne va pas le mettre, quoi. Et boum, moi je téléphone 10 ans après, ça bouge, comment ça se fait que le carrelage est descendu de 1, 2, 3 cm? La baignoire, l'évier, tout ça c'est accroché au mur, mais le plancher il descend. Alors au début il mettait du mastic, chaque année il changeait un peu le mastic, puis maintenant avec 3 cm ça ne va plus, quoi. Et ça sent mou, il marche le truc, ça sent un peu mou, quoi. Pourtant c'était pas il y a 5-6 ans ou 10 ans à peine que ça a été fait, quoi. On arrache. Donc on a des éléments comme ça qui sont très détaillés par les fabricants. Le meilleur exemple que j'ai, c'est le système d'étanchéité sous carrelage. Il y a d'autres détails, hein, les écrans sous toiture, les ventilations, c'est plein de choses comme ça qui sont détaillées par les fabricants. Et ils ne sont pas du tout avares en éléments d'information. Donc il faut aller sur leur site et le reprendre. Dans le pire des cas, vous appelez le fabricant et le représentant, si vous n'avez pas un micro-chantier, il vient et vous explique. C'est gratuit. Donc moi, en tant qu'archi, ça ne me dérange pas de faire un copier-coller de l'image et de mettre ça dans les devis. Je veux ça. Ça ou équivalent, et alors j'ai d'autres marques, c'est pas grave. À droite, c'est le détail des ventilations, là c'est pareil, hein. Donc le maçon, le gars qui va faire le terrassement, le chauffagiste, tout ça, il voit exactement qui doit faire quoi à quel moment, parce que les choses passent avant les fondations, après les fondations, avant le terrassement, après le terrassement, et tout ça, à la fin, ça doit marcher. Malgré les tassements du terrain, ça va être mis en place, hein, parce qu'il y a des pans dans tous ces conduits, qui sont des fois souples, des fois rigides, donc il faut détailler tout ça. Il faut dessiner. Les gars, ils ne peuvent pas le rêver. Parce que sur chaque chantier, c'est différent. Une fois, le système, le bypass, le conduit alternatif, il sort au-dessus de la terre, une fois en dessous, et une fois que c'est en place, on ne résout plus rien. Parce que c'est des tuyaux qui circulent sur 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de terre, puis ça se rattrape plus une fois que c'est mis, quoi. Une fois que vous avez mis l'enrobé, si le mec n'a pas mis son tuyau, il est gentil, mais on va le passer comment? Surtout que les tuyaux tournent, ils font des zigzags dans le jardin, sous les arbres, et autour de la maison. Et donc, il faut dessiner ça. Les gens ne peuvent pas le rêver. Et puis ça c'est encore un autre détail que je mets, par exemple un client qui m'a rajouté un escalier. L'escalier il s'est fait plaisir, moi j'avais dit un escalier ça fait entre 300 et 400 kilos, ça vaut 700 €, l'escalier chez Castorama, en truc standard, ça collait quoi, et là il voulait se faire plaisir, il allait voir un serrurier qui l'a convaincu, qui l'a séduit, et l'escalier faisait plus d'1 tonne, et les charges n'étaient pas prévues. Et alors il m'a dit, mais vous m'avez dit que la maison était super solide et qu'on pouvait rentrer un camion dedans. Oui, mais il rentre le camion, il n'y a aucun problème, ça tient, hein, parce que les poutres elles ont cette hauteur-là. Ça tient. Seulement, je ne sais pas si vous avez fait du tir à l'arc, au début l'arc il est droit, et puis après il est bombé comme ça. Donc moi ça marche, ma solide de chantier va faire ça, le camion sera dedans, quoi. Mais le carrelage, tout ça, ça cassait, quoi. Donc quand on dit ça tient, ça s'écoule pas. Mais tout ce qui est carrelage, finition, tout ça, ça fout le camp, ça vole dingue, hein, les fenêtres éclatent, ce genre de truc, quoi. Et ça, il n'avait pas compris. Donc il y a une dimension, on va dire, de stabilité, de fluage, parce que quand c'est sous trop forte charge, les matériaux, ils s'affaissent avec le temps. La première année, ça va, et puis chaque année, ça descend quand c'est trop chargé. Et donc cette notion de fluage, là, elle fait qu'on ne peut pas dépasser des certaines limites, quoi. Et donc là, je suis intervenu, donc j'ai fait un relevé de la structure, j'ai dimensionné les éléments de renfort, j'ai demandé au serrurier les charges exactes au début, à la fin de l'escalier, et même pour les éléments de mise en place, ils sont venus à 6-8 personnes parce qu'on ne pouvait pas rentrer de grue. Qui dit grue dit point d'appui, et c'est la grue qui cassait tout le béton, le carrelage et tout. Donc on a réparti même les outils de charge
pour les outils de mise en place parce que c'était trop lourd. Quoi, hein. L'escalier était trop lourd, donc si on mettait des grues en plus dedans, un chariot, n'importe quoi, ça cassait encore plus. Quoi. Ça a été terrible. Quoi. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas sous-estimer. Vous ne pouvez pas laisser faire comme ça l'entreprise. Quand vous sentez qu'elle dépasse ses compétences, il faut prendre la chose en main et faire tout de suite faire intervenir quelqu'un qui, lui, en général, qui dit charpente, dit charpentier. Charpentier, il sait tout de suite, il va venir poser des étais, vous mettez votre truc, après il sait ça tient ou ça tient pas. Ou un maçon, hein, c'est pas pareil. Ça passe. Mais il ne faut pas sous-estimer la chose. Quoi. Et là, j'étais pas là, l'escalier, je ne l'avais pas vu. C'est quand je suis revenu que le gars m'a dit on a fait ça, il m'a montré, il m'a dit des marches flottantes, épaisses comme ça, en tôle d'acier. Ça, c'est un blindage, ça fait plus de 100 kg, juste une marche. Quoi. Faites le total des marches, vous savez que ça passe pas. Quoi. La structure ne pouvait pas résister. Voilà. Donc, on trouve une solution. Hein. Il faut toujours aller de l'avant. L'escalier était fabriqué. Donc, je pouvais pas, c'était trop tard pour moi. Donc on trouve la solution, on encadre la chose et on vérifie que ça passe bien. Donc tout ça, ça se calcule. Dans le pire des cas, moi je l'ai calculé la déformation de la poutre, hein, je savais que ça ne tenait pas, donc j'ai calculé les renforts pour que ça tienne. J'ai dessiné tous les renforts métalliques et le serrurier a fabriqué gratuitement les renforts parce que c'est lui qui a obligation de vérifier que le bâtiment tient. Il ne l'a pas vérifié, il n'a pas dit au client je vous vends l'escalier, mais il dit quand même à l'archi qui fait quand même 1 tonne 2. C'est son problème. Donc moi j'ai perdu un paquet d'heures là-dessus, mais c'est lui qui a fait le travail après. Donc il faut bien, ça c'est des ennuis, mais je vous montre quand même qu'avec un bâtiment on ne fait pas tout. On est confronté, surtout dans le bâtiment ancien. Le bâtiment ancien il est un peu comme vous et moi, peut-être pas comme vous, mais en tout cas moi, avec le temps je ne m'améliore pas forcément. Je fatigue, je prends des coups, et à un moment j'y arriverai plus. Quoi. Quand je suis vraiment tout croulant, il faut même crier dans les oreilles. Quoi. Le bâtiment c'est un peu pareil, il était beau il y a 500 ans, 1000 ans, quoi. Mais avec les verres, avec plein de choses, on ne peut plus charger autant les planchers. Donc il faut y aller doucement. C'est pas parce qu'à un moment ça tenait que ça tient encore. Quoi. Faites appel à un professionnel. Lui, il ne voit pas dans les murs, mais presque. Il voit tout de suite. Il a l'habitude, il en fait tout le temps. Il vous dira, et allez-y mollo doucement, avec votre corps au feu. On va quand même... Et alors il démonte, il regarde, et il vous dit ça passe pas. Un bon professionnel le voit. Et voilà. Donc illustrer chaque fois les points singuliers, là je vous ai mis 3 exemples. Lier les documents descriptifs entre eux. Là aussi, hein, les CCTP, donc c'est descriptif, là où il y a tout le blabla. On met les quantités, on met ce qu'on veut. Les quantitatifs, c'est-à-dire là on met les quantités, c'est 2 documents différents, hein, parce que lui, l'entrepreneur, il regarde vaguement si c'est faisable, et après il passe aux quantités, il met tous les prix. Tac, 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 des fois en 1 minute il le sait, ça c'est 2 €, là c'est 12 €, là c'est 50 €, le mètre cube de terre, le mètre cube de béton, ça il connaît par cœur, il le met par c'est terminé. Et vous regardez juste les listings de prix. Donc il faut bien les lier. Souvent c'est pas clair, les mecs ils ne retrouvent pas ces positions, quoi. Les plans, c'est pareil, je numérote toutes les fenêtres. Donc vous avez 20 fenêtres à changer, elles sont toutes différentes. Il y en a des simples vitrages, des doubles vitrages, des anciennes, des rondes, des carrés. Le mec il devient fou, les façades elles ne sont pas claires. Si vous mettez sur les plans et les façades des numéros, lui en un clin d'œil il voit. Là, si c'est ça, c'est bon, je l'ai vu. C'est 400 € et ainsi de suite, ça va super vite. Si une entreprise a du plaisir à aborder un chantier parce que c'est bien pensé, c'est pas compliqué, c'est clair, il anticipe et il dira que le chantier sera clair. Le client est clair, les prix sont clairs, et en général ça va. Il fera un effort aussi s'il y a une incertitude, il dit ah bah avec lui ça vaut le coup de faire un effort. Mais si c'est déjà mal parti au début, vos prix vont gonfler, et premier ennui c'est hop, c'est encore ce client quoi. Voilà. Et nomenclature. Expliciter au mieux les prestations dans les intitulés, comme l'exemple de la fenêtre, hein, quand on dit prix pour une fenêtre. Non, c'est pas prix pour une fenêtre. C'est une nouvelle fenêtre que vous demandez ou c'est une fenêtre sur rénovation. Donc il faudra démonter l'ancienne fenêtre. C'est une fenêtre en bois que vous voulez, c'est du double vitrage. Et ça c'est important, du vitrage transparent, du vitrage anti-vol. Il faut qualifier en une phrase un titre. C'est comme un slogan politique. Hein. En une phrase, il faut dire l'essentiel pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'exemple type, c'est je ne savais pas qu'il fallait démonter, j'ai pas prévu un camion. Et puis jeter toutes vos fenêtres, et ainsi de suite, la peinture au plomb dessus, ou je sais pas quoi. Ça leur coûte la peau des fesses, les gars, ils vont pas balancer ça dans la forêt, quoi. Donc il faut, chaque fois qu'il y a des prestations particulières, il faut les lister. Démontage et remplacement d'une ancienne fenêtre en bois par une nouvelle fenêtre en PVC. C'est important, comme ça le bois, il voit tout de suite, ah, bah, démontage, c'est des PVC, merde, ça m'arrange pas. Bois, je vais le brûler, et ainsi de suite, quoi. C'est important de quantifier en un mot. C'est clair pour vous, ça sera aussi clair pour l'entreprise. Ensuite, réduire le nombre et hiérarchiser les documents, c'est ce que j'ai expliqué, hein, il faut faire très simple. Beaucoup de petits entrepreneurs sont pas à l'aise avec les référentiels techniques et juridiques. Hein, il y en a. Ouais, j'ai eu une très bonne entreprise qui était meilleur ouvrier de France, donc c'est pas la plus mauvaise entreprise, c'est une entreprise que j'ai beaucoup appréciée. C'est un serrurier, le gars ils avaient à peine lire et écrire. C'est moi qui lui faisais ses factures. C'est sa maman qui avait 90 ans qui venait au bureau, lui il faisait le travail, il lisait aucun papier.
vraiment qui venait au bureau, qui parlait alsacien, pratiquement pas français, et qui me disait, pour le marché public, il fallait que je fasse la facture. Donc un papier avec en tête, je lui tapais dessus les factures, je faisais la mise à jour du prix, parce que c'est des trucs qui traînaient 1 an ou 2 ans, donc je lui disais tant et tant, et je lui rappelais qu'elle avait encore droit à de l'argent, tac tac, et puis ça passait, quoi. Et c'était des très bonnes entreprises, hein. Il faut être humain. Souvent les gens qui sont manuels n'aiment pas ces papiers, quoi. Donc il faut vraiment s'en rendre compte, quoi. Il ne faut pas trop l'en vouloir, c'est pas d'arnaque qu'il y a derrière, ou la déficience mentale. C'est souvent des gens qui ont une très forte intelligence manuelle. Et ça ne va pas avec l'intelligence des papiers des bureaucrates, quoi. Et c'est juste pour dire que le monde du bâtiment, c'est pas le même que c'est de la paperasse, quoi. Voilà. Et donc, il faut être honnête que souvent, les artisans ne lisent pas du tout les documents. Ils lisent juste le bordereau de prix, vous remplissent, et c'est à vous de voir que les prix sont beaucoup trop élevés ou beaucoup trop bas. Et il m'arrivait souvent avec cette entreprise, il m'a dit, vous savez, ça va coûter 10 fois le prix de ce que vous avez demandé. Et ça, c'était au début, quoi. Après, je lui ai dit, écoutez, rendez pas ça, vous voyez bien que vous ne payez même pas la matière, vous ne l'avez pas vu, il y avait un plan avec ça. Et donc c'est mon boulot, c'est votre boulot de dire que ça ne va pas, quoi. C'est rare, hein, ces cas où l'entreprise accepte de perdre de l'argent, c'est très rare, donc il vaut mieux s'y préparer. Les plans sont illisibles en lecture rapide, un bon plan c'est un plan chargé et ça prend un certain temps jusqu'à ce qu'on rentre dedans, quoi. Et chaque architecte, dessinateur ou technicien a son habitude différente, donc pour les entreprises c'est vraiment casse-pied de regarder le plan, donc ils ne les regardent pas. Donc c'est vous en tant que client de regarder. L'entreprise, en général, on procède de la manière suivante. On se concentre, enfin deuxième passage, sur l'entreprise qui a été retenue. On ne va pas déranger toutes les entreprises pour leur dire si elle a bien vu, quoi. Celle qui a été retenue, ou qui est présumée être la meilleure, vous allez l'embêter, vous lui demandez une réunion, vous lui dites est-ce que vous avez bien vu ça, vous discutez, avec un petit verre de schnapps, un petit gâteau, ça passe, quoi. Il accepte de passer une heure, il n'a pas l'impression de perdre son temps, et vous allez bien voir tous les points un peu délicats, et c'est bon. Là, il regarde les plans un peu précisément, etc. Voilà, les facteurs de redondance et la précision évitent toute possibilité d'interprétation et donc de contestation ultérieure. Et quelle heure ? 25. Quelques points de vigilance, c'est le deuxième chapitre, on va aller rapidement là. 5 minutes. La coordination inter-entreprise. Alors, il faut identifier clairement les tâches de chacun sur les documents spécifiques. Là, je vous donne un plan que je fais, alors pour éviter que les gens se marchent sur les pieds, parce qu'ils ne comprennent rien à ce qu'il faut démolir, ni à l'existant, ils ne savent pas quand ils ont un plan ou un marché, ce qui existe déjà, les murs et les confondent. Donc moi je fais un plan de démolition, là je prends le même plan d'existence sur lequel je mets en rouge tout ce qu'il y a à démolir. Et sur le chantier, avec une bombe de couleur, je le remets encore à démolir, et le reste n'est pas bombé, quoi, hein. Comme ça c'est clair, je ne vais pas bomber les fenêtres qu'il faut garder, les murs et les portes qu'il faut garder, hein. C'est simple. Hein. Mais on fait ça avec le chef chantier, le plan à l'appel d'offres c'est pareil, il y a un plan démolition, et il y a le même plan après construction. Et toutes les entreprises ont ça, comme ça ils ne me cassent pas les pieds, quoi. Et ils voient bien, parce qu'en rouge c'est dangereux, et le vert ça fait plaisir, on va vers la blanc. Et donc on voit bien ce qui est fort, pas fort, ce qui est structurel, c'est en général l'ancien. Et puis les détails, là il me faut un détail d'appui de fenêtre, en maison passive, un peu compliqué, je dessine le détail complètement, en 2D, 3D. À l'époque moderne, c'est le même prix 2D, 3D, quoi. Donc on fait un truc que le gars voit. Voilà. Le planning, je vous mets un élément de planning. Alors sur le planning, il y a quoi? Il y a votre nom avec le numéro de téléphone, il y a le nom du client avec le numéro de téléphone, il y a votre adresse, il y a l'adresse du chantier, l'adresse du client, il y a tout dessus. Toutes les entreprises doivent avoir tous ces éléments. Après, il y a un tableau. Il y a dessus tous les mois. Là, c'est un chantier qui se passe 1, 2, 3, 4, 5 mois. 5 mois et rénovation complète lourde, très lourde, d'une petite maison, 2 appartements, avec combien, une dizaine de corps de métier dessus. Il y a dessus tout le phasage. Chaque entreprise voit quand elle commence et quand elle arrête. Il y a les congés dessus qui ne me cassent pas les pieds. De nouveau, après, je suis en congé, j'en ai rien à foutre, vous avez signé, vous venez. C'est tout, quoi. Et après, il y a avec des traits rouges verticaux les liaisonnements entre les tâches. Donc, il y a une entreprise là, elle voit tout de suite au milieu de sa tâche, elle est liée à l'intervention d'une autre entreprise. Chaque point, début, milieu, fin est numéroté. Et ici en bas, il y a un descriptif, un tableau. Il y a marqué en français courant, pas en latin. Il y a marqué exactement ce qu'elle fait, avec les commandes spéciales, les préparations et surligner quelques périodes fondamentales. Fin de démolition. Fin du cloisonnement, donc le sanitaire, l'électricien doit avoir terminé. Fin des finitions, et ainsi de suite, là où plus personne ne peut rentrer, ce genre de choses. Donc en un clin d'œil, il voit quelques repères types, il voit le nombre de tâches qu'il y a à faire, il ne me pose pas de questions. À l'appel d'offres, c'est donné. C'est affiché dans le chantier, et les références, et le planning, tous les comptes rendus de chantier sont pratiquement faits en même temps. À l'appel d'offres. Donc on sait exactement combien de temps ça va devenir. Si une entreprise n'est pas disponible, ne sait pas faire, elle ne vient pas, elle ne répond pas. À l'appel d'offres, elle peut encore modifier. Il y en a un qui me dit, écoutez, j'ai que 2 bonhommes cette année, vous me tirez une semaine dans 2 semaines. Je lui donne 2 semaines de plus. Avant signature, le client accepte, c'est bon, pas d'histoire. Et en réunion de chantier, j'ai plus rien à foutre. Hein. J'ai dit chantier, je ne sais jamais ce qui se passe. Avant le chantier, je regarde, tac, tac, mon planning que j'ai fait 8 mois, 1 an avant, je regarde, c'est encore à faire, et puis c'est bon.
Tout le monde a tous les éléments. C'est affiché en gros, c'est un A3, des fois un A1 dans un chantier. Au rez-de-chaussée, il rentre, il voit le planning du gars. Et ça ne va pas, il y a mon numéro de téléphone dessus. Hein, c'est comme ça qu'on fait un planning de chantier. Après, il y a le respect des délais incompressibles, préparation de chantier. Les entreprises, c'est pas parce que vous êtes prêt mentalement qu'elles vont venir. En général, elles ne savent pas quand elles vont avoir un chantier. Et quand elles l'ont, elles ont comme problème principal déjà de terminer leur chantier. Elles ne sont pas à côté du téléphone à attendre le boulot, quoi. Et elles doivent voir quand elles peuvent vous prendre le planning. Le délai légal d'un chantier, c'est 1 mois. Vous avez pris une entreprise, donnez-lui 1 mois. C'est jamais le cas. En général, ils pensent tout de suite qu'elles vont commencer tout de suite, les entreprises. Bon, maintenant, elles peuvent éventuellement, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de boulot, mais en temps normal, c'est pas possible. Donc, il faut laisser autant, et plus vous leur casser les pieds, moins ça va bien se passer. Il faut être simple avec les entreprises, pas leur mettre sous pression. Parce que des fois, elles sentent, et elles ont besoin de votre chantier. Elles essaient de vous faire plaisir, mais elles disent oui, mais c'est non. Les gens qui ont un peu de sensibilité, elles le voient, en parlant avec l'interlocuteur, qui n'y croit pas. Il va essayer, mais il va venir avec un mec, il va poser une caisse, il va repartir. Une semaine prochaine, une semaine suivante, il va poser une deuxième caisse. C'est pas un début de chantier, ça. Hein, donc, il faut demander à l'entreprise au début combien de temps tu as besoin, est-ce que tu es disponible. Quand on signe, on demande confirmation. C'est toujours bon? Oui, c'est bon. Et il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Après, les interventions des services concessionnaires, c'est les gens qui font les raccordements, ils ont besoin de temps. C'est plus maintenant, c'est plus des fonctionnaires. Maintenant, c'est l'inverse, c'est des gens qui ont des concessions à l'année, au contrat ou à la tâche. Et donc, ils sont difficiles à contrôler. Avant, c'était des fonctionnaires, donc ils avaient besoin de délais comme ça. Ils ne sont pas dans le même monde, hein, les gars. Ils n'étaient pas dans le même monde. Et donc, ils vous disaient, j'interviens dans 6 mois, France Télécom, j'interviens dans 2 ans, des trucs comme ça, quoi. Vous ne trouvez pas les interlocuteurs, parce que toujours en formation. Là, c'est différent, pour d'autres raisons, ça ne marche pas mieux, quoi. Ensuite, il y a les sous-traitants, c'est très difficile. Il y a des sous-traitants industriels qui ont besoin de délais, des délais de séchage. Hein. Je passe notamment lamellé collé. Le lamellé collé, il faut le coller, il faut traiter, il faut attendre. Après, il faut usiner les trucs, ça prend du temps. Hein. Préfabrication, c'est pareil, ils ont des besoins. Eux aussi, ils ont des plannings. Il faut mettre les éléments dans le planning de préfabrication, c'est long. Les menuiseries extérieures, il y en a certains qui prennent jusqu'à 7 semaines, c'est incroyable. Mais il faut les prévoir. La fabrication des fournisseurs, scierie, sol souple et tout ça aussi, c'est des délais de commande, des matériaux qui sont toujours prêts, mais ils ont besoin de 3 semaines pour arriver. Séchage des bétons, chape, ça j'en ai parlé, ça prend beaucoup de temps, hein, le temps de mise en charge, et puis le possible, et puis après le temps de collage, d'enduisage ou de peinture, c'est très très long, il faut bien le connaître. Une bonne entreprise le sait, mais il ne faut pas faire pression sur elle, elle vous le dit. Si vous faites pression sur elle, ça sera à votre dépens. Ensuite, le séchage, différence de couche d'enduit, de peinture entre elles, ça c'est pareil. Le séchage des plâtres, avant et mise en enduit, c'est toujours pareil, hein, etc. C'est les exigences des matériaux anciens. Matériaux anciens, on a le bois, le bois ancien, c'est même que le bois neuf. Il n'a pas changé depuis 600 millions d'années, le bois c'est le bois. Et donc qu'est-ce qu'il a ? Il doit respecter des conditions hygrométriques. Je vais voir s'il y a quelque chose à dire, sinon je passe la parole à Jacques. La vérification des charges et densités rapportées. Hein. Ça, c'est, je pense, à la paille, à l'isolation laine de bois. Hein, elles n'ont pas toutes le même prix, pas la même densité. Donc, il y en a qui mettent beaucoup plus de matériaux dans le même isolant. Donc acoustiquement, c'est excellent. Thermiquement, c'est un peu moins bien, mais c'est beaucoup plus cher. Donc il ne faut pas toujours prendre le moins cher. Il faut vérifier ça. Conservation de l'état des structures. Donc quand on a un bâtiment en bois, en pierre, c'est un peu moins le cas. Oui, bien sûr, mais malgré tout, il faut faire un sacré diagnostic quand même. Ça peut arriver qu'il y ait des désordres, plutôt dans la maçonnerie elle-même que dans le matériau pierre, mais il peut y avoir des gros désordres à régler avant d'entamer le chantier. Ouais, je dis toujours aux clients particuliers qui ne prennent pas d'architecte, parce que moi je pense que c'est normal de ne pas prendre un architecte tout le temps. Autrefois il n'y avait pas d'architecte, hein. Toutes nos belles villes sont faites sans architecte, il faut le savoir. L'architecte c'est une création moderne qui vise à créer une certaine mode qui dans 10 ans sera insupportable. Regardez les maisons, vous savez que les toits en U comme ça, qu'on voit dans Spirou ou dans Tintin. Quand vous héritez d'une maison comme ça, vous la planquez, quoi, hein, c'est tout. C'était des super maisons d'architectes. Hein. Moi j'ai gardé pendant longtemps mes revues d'architectes. J'avais les revues les plus chères hein, quand j'ai fait mes études. Sur 10 revues, il y avait peut-être 2 bâtiments, 3 bâtiments qui étaient intéressants. Tout le reste, c'était insupportable. Hein. C'est des trucs qui faisaient mal aux yeux. Quoi, hein. Donc il faut se rendre compte que c'est une mode, c'est le consumérisme. Pour ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, il faut être humble. Les entreprises ont suffisamment de connaissances et les clients ont suffisamment de bon sens en général pour faire de l'habitat de qualité.
les paysans, le bon sens paysan, quoi, hein. Autrefois, on avait des maîtres d'œuvre qui étaient des charpentiers, des maîtres tailleurs de pierre. Et quand je dis à mes clients, mes amis, les gens de ma famille, je sens ils ne confieront pas l'affaire et puis ils n'ont pas le budget. Enfin, plein de raisons qui font que je n'ai pas à travailler, je ne travaillerai pas avec eux. Je leur dis, allez voir avant toute chose le bâtiment avec un bon professionnel. Il y en a deux. Il y a le charpentier et le tailleur de pierre, ou le tailleur de pierre et le charpentier, quoi. Ce sont des gens humbles, hyper compétents, parce qu'en général, quand ça leur tombe dessus, au propre comme au figuré, quoi. Et tout, hein, le prix, tous les ennuis, l'avenir et tout, quoi. Donc en général, ce sont des gens humbles qui ont une grosse expérience dans le suivi du second œuvre, mais surtout dans leur corps de métier. J'ai des peintres, moi, qui font de la rénovation. Alors là, ça vous donne la catastrophe. Mais c'est sérieux, hein, c'est pas une blague, hein. J'ai des peintres qui faisaient des diagnostics de bâtiments. Ah, c'est très bon, je suis passé. Le bâtiment était à la limite de s'effondrer, hein. Je lui ai mis par écrit, recommander interdiction totale de pénétrer dans le bâtiment, le faire soutenir et clore tout le bâtiment parce qu'il est à la limite de l'effondrement. Et le peintre, le copain du gars qui faisait de la rénovation depuis longtemps, il a dit ouais, c'est bon, c'est cool, tranquille, quoi. Donc faites venir, c'est souvent gratuit, des gens très compétents que sont les spécialistes du gros œuvre, à savoir un maçon, tailleur de pierre s'il y a de la taille, ou le charpentier. Et pas. Vous verrez, souvent c'est des gens qui parlent peu et qui donnent un avis. Il ne faut pas essayer d'interpréter ou faire pression dessus, c'est mon expérience, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça que faisaient les paysans autrefois, et c'est comme ça que les bâtiments passaient des centaines d'années. Hein. Tu me contredis, il faut venir au début. Et il ne faut pas apprendre ses désirs pour des réalités. Quand il vous dit le bâtiment est mort, c'est qu'il est mort. C'est tout, quoi. Des fois, on a de la pierre qui est rongée par, en allemand Schaum, des salpêtres, des trucs comme ça, il faut tout changer. C'est pas parce qu'il veut se faire du fric, quoi, hein. C'est comme ça. Ouais. Et donc c'est fondamental de faire confiance à... Et même moi, souvent, je demande à tiens, tu veux pas venir, regarde et tout, parce que vraiment ça pisse de partout. Et le gars me dit, il y a un truc, on sait faire, on a fait ça la dernière fois. Ou il me confirme simplement, il me dit ouais, il n'y a rien à dire, hop, on se barre, terminé. Conservation de l'état des structures, l'absence de remontée capillaire, hein, donc c'est ce qu'il disait. Il faut, avec les mariteurs anciens, il faut... Parce qu'autrefois, on n'avait pas ces notions de remontée capillaire aussi précises que maintenant, et ils les géraient différemment. Ils avaient une hyperventilation, parce que les fenêtres, pas du tout étanches, ils ne chauffaient pas, et ils géraient l'humidité différemment, ils ne savaient pas faire non plus de gouttière. Donc ils vivaient avec l'humidité dans le bâtiment, qui maintenant le met en péril si on isole, on peint et on traite d'une manière qui est inadéquate. Donc c'est très important les remontées capillaires, et les mouvements de terrain. Souvent les gens remontent les buts, enlèvent un sol qui était étanche, ou remettent un sol étanche alors qu'il ne fallait pas, c'était drainé, maintenant c'est plus drainé, donc ça pousse l'eau contre les bâtiments et c'est l'horreur. Les gens qui sont sur les terrains en pente le savent. L'absence d'odeur. L'odeur, pourquoi? Pas pour l'agrément. Parce que l'odeur révèle énormément de pathologies liées aux champignons. Champignons, moisissures et autres, quoi. Il y a des champignons qui vous traversent 1 mètre de béton, qui vous détruisent le béton, le bois, et même au travers de 2-3 maisons. Vous pouvez avoir un champignon dans une maison qui se développe, qui trouve l'humidité et qui va migrer dans les maisons voisines. Et qui va tout détruire dans les maisons jusqu'à 1 ou 2 maisons à côté, quoi. Et qui traverse 1 mètre de béton. Donc il faut, et cela vous les trouvez que, oui, ça s'appelle la mérule. Ça s'appelle la mérule. Et il y a plein d'autres champignons apparentés qui sont un peu moins dangereux, mais qui existent. Et moi je les rencontre pas quotidiennement, mais je les rencontre très souvent. Donc c'est pas des choses qui arrivent qu'aux autres. Et il y a des départements entiers qui sont sinistrés par ça, hein, pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ont plus d'eau, des sols rétenteurs, ce genre de choses. Ou des matériaux qui s'y prêtent. Donc on se fie à l'odeur, et quand on a un doute, on fait attention. Est-ce que cette odeur vient d'un défaut d'hygiène des occupants, ou c'est vraiment un problème d'hygiène du bâtiment? Et dans ce cas-là, c'est le bâtiment, la vie du bâtiment qui est en péril. Et de traces de pathologie, on cherche partout les tâches et ainsi de suite. Vérification des bons transferts de vapeur d'eau, ça c'est lié. Hein, donc là, on dit toujours pas, on met pas la règle. Bon, pour la pierre de taille, c'est un peu moins critique, mais tout ce qui est charpente, ça doit avoir une diffusion de la vapeur d'eau croissante de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il ne faut jamais bloquer l'humidité dans les murs. Si vous la bloquez, c'est la charpente qui va s'effondrer. Hein, d'abord, c'est les champignons qui arrivent, puis une fois que le bois commence à être digéré, c'est les insectes. Et les insectes, en général, ne viennent pas dans le bois très sec, ils ne viennent pas. Voilà. Ensuite, les matériaux, vérification de leur mise en œuvre. Donc ça, c'est le diagnostic, mais après, dans la mise en œuvre, c'est pareil. Hein, vous vérifiez avant la mise en œuvre, de nouveau la même chose, bon séchage. Vous vérifiez les conditions météo à terme, ou même pendant la phase de chantier. Vous surélevez les stockages de ces matériaux biosourcés ou anciens. Hein. Vous mettez des bâches lourds, il faut les arrimer. Moi, j'ai des gens qui laissent tout dehors et en fait tout à jeter. Quand c'était l'époque de la laine de verre, ça allait encore. Ils posaient la laine de verre trempée sur les toits étanches, c'était rigolo.
Après, il y avait la peinture qui claquait pendant 10 ans, on ne savait pas pourquoi, c'était parce que les ans étaient pleins de flotte. Avec la laine de bois, c'est fini tout ça, avec les matériaux anciens. Il est hors de question de raisonner comme un âne comme ça. Et ça, c'est valable du début à la fin, pas que le stockage. Ventilation des vêtures, donc c'est les bardages, les toitures, il faut les ventiler tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est l'époque du tout plastique, là, on en sort un petit peu. Dans le bâtiment ancien, ce n'est pas du tout le cas. Protection de rongeurs et anti-insectes. Ces bâtiments-là étaient bien finis et avec les fortes épaisseurs d'isolant, c'est des choses qu'il faut vraiment, vraiment surveiller. Couverture définitive avec double protection des matériaux sensibles. Il ne faut pas se priver, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, ceinture et bretelles. Donc on met un pare-pluie, on met ce genre de choses. Plan d'étanchéité à l'air. Vérification régulière de la continuité de plan d'étanchéité à l'air. On a souvent, et ça arrive à des confrères, moi ça m'est heureusement pas encore arrivé, un projet très bien défini, des plans impeccables, et puis un bardeur qui arrive et qui, parce que ça le dérangeait de voir partout des feuilles plastiques qui déplaçaient, il a coupé au bardage, et quand il coupait ce qui dépassait au bardage, il a crevé par tout l'étanchéité à l'air. Il a terminé le bâtiment, c'était un collectif. Au moment de faire le test, c'est comme si on avait toutes les fenêtres ouvertes, quoi. Eh ben, le gentil monsieur, il s'est payé l'ouverture de tout le bardage, parce qu'on ne savait pas où il a coupé, il avait coupé de manière aléatoire, donc il a dû débarder tout un bâtiment. En marché public pour du logement social, je peux vous dire que c'est l'horreur. Parce qu'on est tenu avec les occupants sont déjà réservés, tout est pris, quoi, et il n'y a pas de fric pour ça, quoi. Le gars, il a perdu 10 fois son gain, quoi, hein. Il a dû déclouer toutes ses planches qu'il foutait à la poubelle, ça a pris un temps fou, remettre tout le truc d'étanchéité à l'air et remettre son bardage dessus. C'est l'horreur. Pour quelques trous, hein. Il n'y avait pas beaucoup, mais on ne savait pas d'où ça venait, impossible à trouver. Ensuite, les points singuliers, après, c'est les gaines techniques, ça c'est des horreurs. Hein. Il faut les centraliser, en mettre peu et contrôler tout le temps l'étanchéité à ce niveau. Les jonctions voile, plancher, toiture. Les menuiseries extérieures, moi j'en ai rien à fiche et ça n'a absolument aucune valeur, le comprimant. On me dit toujours, vous inquiétez pas, il y a un comprimant. Dans les coins, c'est discontinu comme ça, quoi. C'est n'importe quoi. C'est un truc symbolique, hein. C'est de l'ordre de la mystique, le comprimant. C'est de la foutaise. On règle ça avec mastic d'échantillité posé au cordon, comprimé, plus double scotch à l'intérieur. Et c'est qu'avec ces deux produits-là qu'on tient la stabilité. C'est important. Hein. Amener d'air, conduite de fumée et autres qui sont des pièges aussi irréguliers. Voilà. Les exigences des matériaux biosourcés, on peut reprendre carrément tout ce qui a été dit au niveau des matériaux anciens. Il faut vérifier les supports, la planité des cohésions, on ne sait pas les mettre en œuvre. Et comme les matériaux anciens, on met des matériaux type biosourcés, type laine de bois, paille, chanvre, c'est pareil, hein, malgré ce que certains gourous font prétendre que le chanvre résiste à l'humidité. Foutaise, c'est 18% maximum pour le végétal. Pour le support, pour le matériau et pour la mise en situation. Donc salle de bain, cuisine, professionnelle ou autre, attention. Il faut faire très attention à ces conditions de mise en œuvre, à ces conditions d'utilisation après. Pas plus que 18%. Pour ça, moi j'ai des enregistreurs, j'en ai tout plein, une vingtaine, on appelle ça des data loggers, c'est des enregistreurs de données qu'on incorpore dans les matériaux, derrière les prises de courant, des doublages, dans les charpes, dans l'isolant, les toitures, ça enregistre pendant un an, toutes les 6 minutes ou toutes les demi-heures, et après ça vous sort des graphiques automatiques. Température, hygrométrie, point de rosée, ça vous donne tout. Ça coûte pas très cher, et j'en mets partout dans le bâtiment, quand il y a des litiges, je sais qui a fait la bêtise, et où est le problème. Saturation des fibres de bois pour donner un ordre d'idée, c'est 30%, et très souvent on a plus que 30%, et le bois se dégrade déjà au-delà de 20%. À 20%, vous commencez à considérer que le bois va pas tenir. Et l'écart est très, très, très faible. 15%, c'est une situation normale, quoi. Et dans les matériaux anciens, souvent dans les bâtiments, vous dépassez très largement. Hein. Je parle là, je me tourne vers Jacques, parce que la pierre, suivant ce qu'on a, le granit peu, mais le grès pompe l'eau. Et donc ça monte, et il est tout à fait normal d'avoir de l'eau jusqu'à 1 mètre, voire même jusqu'à l'étage. C'est tout à fait normal, et ça il faut le maîtriser. Hein, c'est pas parce que vous avez un bonimenteur de foire là, qui vous a dit par exemple chambre chaude, ça marche bien dans le bâtiment ancien, foutaise, on ne met pas de végétal sur du minéral, surtout pas sur super humide. C'est de la croyance, c'est tout. Moi je ne suis pas dans la superstition, c'est pas une religion pour moi, c'est une formation scientifique. 18%, on ne discute plus, c'est tout. Vérification de la réception des matériaux, à la réception des matériaux, hein, donc quand on vous livre, vous mesurez, vous regardez. La bonne essence végétale, la bonne calibration, natte, bottes et au sol, les puretés, les impuretés. Souvent dans les bottes de paille, les bandes de chanvre et autres, il y a plein d'herbes. L'herbe, c'est pas un isolant, l'herbe, ça va se dégarder très rapidement. C'est la paille qui a beaucoup de silice qui se garde, ou le chanvre. La cohésion, la ligature, la densité et toujours l'hygrométrie. C'est l'obsession de l'hygrométrie, toujours l'hygrométrie dans les matériaux végétaux, qui sont anciens ou biosourcés naturels. Voilà, j'ai terminé, on a dépassé de 5 minutes, 10 minutes.
Je propose, comme on a Jacques qui est présent, de poser des questions si vous voulez. Dans le patrimoine ancien, on pense que la pierre a une longévité, je lance un peu le débat, on pense toujours que la pierre est éternelle, parce que bon, c'est vrai que les Vosges, je ne sais pas elles doivent avoir 1 milliard d'années, quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, ça s'érode, hein, pas que les Vosges, hein, les bâtiments aussi, comment les traiter, les pathologies, c'est des choses qui coûtent cher, qui valent le coup évidemment, hein, mais qui coûtent cher, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et ce qu'on voit toujours, moi c'est ce que je déplore, c'est le magnifique mastic puré, là, je ne sais pas si c'est du plastique ou du ciment ou du dentifrice. C'est un truc sympa qui coûte moins cher que le grès, qu'on rafistole partout, quoi. C'est un petit peu dommage, il faut savoir que ça existe, les pathologies sur le grès, il ne faut pas se contourner, il faut savoir faire appel à un maçon, quoi. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous laisse la parole si vous avez des questions en priorité qui concernent la maçonnerie ancienne, la pierre de table. Le bâti ancien, n'hésitez pas. Voilà. Bon, je me présente vite fait, alors donc, je suis Jacques Modéret. Je suis artisan, maître terre de pierre, et ça fait quelques années que je travaille dans les bâtiments anciens. Pas que la pierre, mais beaucoup le gros œuvre, la maçonnerie. Et j'ai aussi maintenant une très bonne expérience depuis une dizaine d'années sur le bois ancien, comment restaurer les charpentes qui peuvent avoir des petits problèmes ponctuels ou plus importants, et les questions de gestion d'humidité aussi. Voilà. Donc si vous avez des questions, pas seulement au niveau de la pierre, mais au niveau de la construction en général du bâti ancien, je suis capable théoriquement d'y répondre. Et aussi l'adaptation des bâtiments anciens au confort moderne, par la notion d'isolant biosourcé. Ça va vraiment avec la restauration des matériaux biosourcés. Donc là aussi, j'ai vraiment une bonne expérience. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Personne n'a des bâtiments? Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur justement cette question des matériaux anciens qu'on a balayé assez rapidement. Voilà, quand on arrive qu'on a une maison ancienne et qu'on veut démarrer un chantier, ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut être vraiment très précis dans les demandes qu'on formule et décider en amont qu'est-ce qu'on veut faire, donc quel matériau on va utiliser, quelle technique, etc. Si j'ai une maison en pierre ou en pan de bois et que voilà, par quoi est-ce que je commence, à quoi est-ce qu'il faut que je sois attentif et pourquoi ces matériaux anciens ils sont spécifiques, enfin voilà, la question de spécificité. Ouais, bah là en général, quand les clients m'appellent, la première chose que je fais, c'est que je me déplace et je vais voir le bâtiment ancien, puisque chaque cas est vraiment unique, l'implantation du bâtiment, les réseaux d'humidité qui sont en dessous, autour, quels matériaux sont employés, c'est une maison en pan de bois avec du torchis, est-ce qu'elle a déjà été maltraitée après la guerre avec des matériaux type ciment, plastique, revêtement, imperméable, etc. Et suite à ça, on peut établir un diagnostic et ensuite envisager une restauration correcte en fonction des besoins du client. Là aussi, il faut que le client se décide sur comment aménager les espaces, essayer de minimiser aussi, parce que souvent les gens ont une maison bloc, mettons avec une partie maison, une partie grange, la grange est gigantesque, ça fait rêver, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin, etc. Donc voilà. C'est un dialogue en fait à établir pour savoir quels sont leurs besoins et comment traiter après la chose. Bon, après, c'est aussi le travail de l'architecte. Moi, je suis vraiment là plutôt pour les problèmes structurels et quels sont les matériaux qu'on peut mettre en œuvre avec un rapport qualité-prix acceptable. Et les problèmes de mise en œuvre, c'est-à-dire que les rapports à l'histoire du bâtiment, techniques de construction sont importantes. C'est-à-dire que Jacques pourra par exemple se prononcer sur la compatibilité de nouveaux matériaux, sur la difficulté de mise en œuvre. C'est quelque chose, l'homme de terrain, l'homme de l'art, qui est fondamental. En théorie, on peut tout faire. On peut tout faire, vous voyez surtout à la télé des trucs incroyables. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Et je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Par exemple, si j'ai de l'eau qui remonte, je vois que j'ai de l'eau sur mon mur, ouais, bah ça ne me plaît pas. Est-ce que je peux mettre quelque chose de complètement un ciment bien. Ouais, bah, voilà, par exemple, c'est vrai que c'est souvent les premiers cas qui se présentent quand on est emménagé dans une maison. Voilà, j'ai pas d'humidité qui remonte, je sens que mes enduits cloquent, etc. Pourquoi ils cloquent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter la chose? Est-ce que c'est pas un enduit au ciment qui fait qu'il y a des remontées capillaires dans mon mur en colombage ou en torchis jusqu'au deuxième étage? Et est-ce que, auquel cas, si je l'enlève et que je mets l'enduit à la chaux, ça fonctionnerait? Ou est-ce qu'il fallait plus loin dans des drainages et tout? Voilà, ça c'est vraiment étudié sur place. Mais là, oui, effectivement, il faut avoir une connaissance du métier et du recul sur les différents matériaux.
L'intérêt d'un tailleur de pierre, par exemple par rapport à un maçon classique, c'est qu'il a une culture de l'histoire des techniques. Et souvent, pas par sensibilité historique, mais il vaut mieux reprendre une ancienne technique parce qu'on sait qu'elle est extrêmement perméable à l'apport d'eau et très compatible donc avec différentes situations. Il vaut mieux se reprendre cette technique sans se poser de questions. On refait au Moyen-Âge, même si c'est tordu, même si c'est un peu bizarre. Mais ça sera toujours beaucoup plus compatible, biocompatible, hygrocompatible, que de prendre des risques avec du plâtre, avec du carrelage, avec d'autres matériaux comme ça. Ça, c'est quelque chose de très important. Un maçon classique ne connaîtra pas vraiment les antécédents et les limites de ces choses-là. Il faut être très humble avec ces corps de métier que sont, moi, je trouve, le tailleur de pierre et le charpentier. Il est clair qu'un maçon aujourd'hui a une formation de biens qui ont des techniques d'après-guerre et qui ont toujours employé le ciment, alors qu'un tailleur de pierre, lui, est plus apte à travailler avec de la chaux, tout simplement, puisque ça fait vraiment partie du métier de tailleur de pierre. Quand on pose des pierres, on ne prend pas de ciment, on fait un mortier avec du sable et de la chaux, comme on fait depuis 2000 ans chez les Romains. Et le maçon aujourd'hui va toujours vous dire oui, mais je vous fais un enduit bâtard, il y a un tout petit peu de ciment. Mais ce un tout petit peu fait que votre mur va devenir étanche. Et l'humidité, au lieu de partir à l'extérieur, va rentrer dans le sablon et dans vos tapisseries. Donc les tailleurs de pierre, moi je fais pas mal d'enduits à la chaux pour rectifier des bâtiments anciens qui ont été mal enduits autrefois. Au bout de 30 ans, un enduit avec une barre de ciment dedans fait qu'un mur peut pourrir. Bien sûr, un torchis crépi au ciment, c'est le carrelage total. Maintenant, on emballe tout dans du plastique, n'en parlons pas, c'est encore tout. Et il faut rappeler aussi que l'ère de l'isolation, donc de la performance technique, a amené énormément de problèmes. Pas liés à l'écologie, on va dire, au côté sain des matériaux, ça c'est encore un autre chapitre, mais du fait de l'immobilisation de l'air, donc la non-ventilation qu'il y avait autrefois, puisque les fenêtres n'étaient pas du tout étanches, le confinement du point de rosée dans l'isolant, donc la saturation hygrométrique dans un volume qui est parfait pour, a ramené énormément de problèmes. D'abord pour les bâtiments et donc à terme pour les occupants, que ce soit leur santé financière ou leur santé physique. C'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. Personnellement, je ne suis pas du tout un architecte historicisant ou on va dire regardant vers l'arrière, je regarde plutôt vers l'avenir, je suis plutôt un radical moderne, mais je suis partisan d'utiliser pour les parties anciennes, quand on les restaure, quand on les garde, que les anciennes techniques. C'est tout. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement compliqué. C'est des techniques. Moi, je travaille avec des gens, des entrepreneurs normaux qui font du béton, mais qui ont souvent, régulièrement, affaire au béton romain, dans des situations extrêmes, dans les sols gorgés d'eau. Donc du béton romain qui est là donc, depuis plus de 2000 ans, qui est extrêmement dur, pas plus de 2000 ans, un peu moins, mais c'est à peu près cette échelle de grandeur qui est extrêmement dur. Donc qui dit matériaux anciens, ne dit pas forcément galère ou complexité. C'est des matériaux et des techniques qui ont fait vraiment leur preuve. Donc moi je suis partagé entre toujours deux positions. On rase, on fait de l'époque moderne, de la pré-contrainte, de l'acier, du verre, ce genre de choses, pour être un peu extrême. Mais l'ancien, on laisse les anciennes techniques. Pourquoi ? Parce que j'ai la peine. Je ne vais pas coller une peinture plastique sur un vieux mur, du ciment sur un vieux mur, ou du carrelage, ou des trucs comme ça. Le mur était fait sans peau, étanche. Je ne lui mets pas de peau étanche. Même le carrelage. Après, il va pousser l'eau ailleurs, ça va remonter aux étages. C'est une façon de mettre en valeur ce qui est ancien, donc il va mettre en valeur aussi le côté moderne, mais c'est surtout le meilleur moyen d'éviter les problèmes. Je pense que tu peux que redire la même chose. C'est pas du tout un regard historicisant nostalgique. Avec des matériaux pseudo-anciens comme un enduit à la chaux, on peut faire des trucs super modernes et très contemporains, tout à fait. Sans aucun problème. Voilà. Il ne faut pas penser qu'une maison alsacienne ne peut être qu'un écomusée dans lequel on va vivre avec un Korolov dans la Stube et la cour, c'est tout. Tout à fait. Des belles choses avec des matériaux anciens, tout à fait. Voilà. Et donc. Le mortier bâtard, il est totalement évacué à ce moment ou... En ce moment, non, la politique, généralement, le maçon qui a sa recette habituelle ne va pas la changer spécialement. Même si on lui dit que s'il ne met pas de ciment, son enduit va tenir quand même 100 ans. Il aura toujours peur de l'enlever, son ciment, puisqu'il a appris ça. Et moi-même, au début, mon premier patron, on travaillait avec un peu de ciment dedans. Et j'ai mis du temps à me dire, mais on n'a jamais mis, avant la Seconde Guerre mondiale, on ne mettait pas de ciment. Pourquoi j'en mets maintenant ? Donc, je vais faire un travail sur moi-même pour réfléchir, chercher les anciens qui savaient encore en pratiquer.
et ne plus l'employer, quoi. Mais donc c'est pas la politique actuelle de faire du à chaud. Ça vient, il y a quelques artisans, mais c'est encore assez rare. Je passe par là aussi. Par contre, effectivement, le ciment a ses qualités. Bon, je ne vais pas remettre en doute. Il a ses utilités, mais vraiment, voilà. Sur le bâti ancien, sur des torchiers, sur des murs en grès, sur des murs en calcaire, le ciment n'a pas sa place, quoi. Mais pour faire du béton, pour faire une fondation sous un bâtiment neuf, le ciment est indispensable, quoi, ça c'est clair. Un autre sujet, la RT 2012, pardon, et la prochaine, elles sont applicables dans la surtout la nouvelle. On ne réagit pas, personne ne réagit à ça. C'est très polémique aussi, il y a des associations de protection du patrimoine. Moi je suis membre de l'ASMA, l'Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne. On essaie de se battre pour que voilà, on arrête de se dire que si on met du 10 cm de polystyrène sur des maisons anciennes, on va faire des maisons BBC ou passives. Voilà. Après, la maison tiendra 20 ans et puis s'effondrera. Mais elle sera bien isolée, c'est sûr. Donc les associations qui s'occupent du patrimoine essaient d'adapter la chose aux bâtiments anciens, quoi. Là, il faut réfléchir autrement. On ne peut pas faire comme une maison en parpaing et comme ça. Bon, il y a le point de rosé, parce que là, il faut mêler ça aussi au neuf, actuel, du neuf totalement. Point de rosé, déphasage. Donc ça, le transposer sur l'ancien, c'est quand même une autre chose. Donc déjà, savoir ce que c'est en neuf, et ensuite en réno. Je pense, et ça c'est un certain nombre, ayant visité en Allemagne, je peux dire non, d'abord je ne suis pas pro-germanique, mais pour dire, les entrepreneurs savent très bien ce que doit faire son prédécesseur et ce qu'il va faire après, en mettre pour l'État. D'accord? Et ça manque beaucoup chez eux. Sans être très critique, je suis réaliste. Et donc, au quotidien, on voit ça, et on nous fait avaler n'importe quoi. Et ça, c'est dommageable aux différentes professions, et surtout pour te dire. Et derrière, il y a peut-être un poids sans. Non, mais là, vous mettez le doigt sur quelque chose de douloureux qu'on peut que souligner. En Allemagne, les métiers du bâtiment sont des métiers nobles. Moi, quand j'ai un charpentier ou un artisan qui me regarde, il me regarde d'eau, comme ça, il est fier. En France, ce qu'on balance dans le bâtiment, c'est ce qu'on veut nulle part ailleurs. Alors que dans le bâtiment, on a besoin de gens qui aiment leur métier et qu'on respecte, donc qu'on estime. C'est quelque chose dont on a à souffrir. C'est vraiment quelque chose qui est très très préjudiciable. Malheureusement, c'est regrettable. Juste un détail, les chauffagistes retournent régulièrement en formation continue. En France, je connais des bons chauffagistes, quoi, mais c'est vraiment c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je travaille avec des ingénieurs, donc nous ce qu'on vend c'est de la performance, pas du tout du matériel. Je suis pas vendeur je suis pas Camelot, quoi. Je vends pas de matériel, quoi. Mais j'en ai plein qui comprennent pas ce qu'ils font, et ils sont encore dans les années 60, c'est-à-dire on met des chaudières énormes, là j'ai encore un chauffagiste, un vieux monsieur, qui s'est moqué de moi parce que j'ai demandé une surisolation de ballon. Je sais exactement combien d'or tient un ballon une fois qu'on l'a coupé. Et le gars il me disait, j'ai pris un ballon isolé, ça s'isole pas un ballon. Donc ils ont, je le dis, entre 30 et 40 ans de retard en France. En France, pourquoi? Parce que je suis allé visiter le centre de formation continue des chauffagistes à Fribourg. Donc je sais de quoi je parle. Je fais des maisons passives, donc c'est mon quotidien, qui n'ont pas de chauffage. Donc quand je fais une connerie, c'est pas rattrapable. Donc je sais de quoi je parle. Et j'en ai très peu qui sont certifiés, qui ont tout le palmarès BBC, Région Alsace et tout ça, et qui ont, je le dis, 40 ans de retard. 40 ans de retard par rapport aux performances actuelles. Pas tous, mais je sais de quoi je parle. Heureusement qu'on a des bons encore, mais la performance, c'est pas ce que disent les vendeurs de matériel. Le travail du chauffagiste, c'est entre autres, de toute entreprise, c'est de ne pas prendre de risques. Donc on ne peut pas lui en vouloir de ne pas refaire toujours la même chose. Mais à un moment, il faut évoluer, il faut se rendre compte qu'on va avoir quasiment zéro perte sur les réseaux et sur les machines. Ça, ils ne savent pas faire. Quand je leur demande des doubles rupteurs, des manchons isolants, des colliers isolants partout, des coquilles qu'on met comme ça, j'ai trouvé aucun chauffagiste en Alsace qui me posait les coquilles qu'on voit partout sur les chantiers en Allemagne. Des coques isolantes sur n'importe quel cube comme ça, rigides, des grosses, j'en ai aucun. Ils s'en fichent complètement, quoi.
et c'est posé rapidement pour un coût très négligeable là-bas. Pourquoi? Je ne trouve même pas un revendeur ici. On ne fait pas de chauffage si on balance 80% en ligne avant que ça arrive dans les radiateurs. Ici, on en a encore dans les années 60, on est dans la mentalité de l'après-guerre, quoi. Quand on est dans le passif, on le voit. Parce qu'on chauffe une maison avec un moteur de 450 watts. 450 watts, c'est l'équivalent d'un petit mixeur de cuisine, par exemple. Vous ne pouvez pas chauffer avec 450 watts. Vous ne chauffez même pas un WC avec ça. Et ben on chauffe toute une maison avec ça. Demandez à un chauffagiste de le faire et il vous rigolera en nez. Mais moi, il me rigole en nez avec des chauffagistes. Ils essayent, ils font poser des balances supplémentaires, des circuits de bouclage, des trucs comme ça, des trucs qu'on voyait dans les années 80, quoi. Les circuits de bouclage, c'est une perte complète, quoi. C'est une technique, on est beaucoup plus proche de la chaufferie à charbon du 19e siècle que de chauffage normal, quoi. Il est impensable d'avoir une 50% de perte, ou même 70% de perte dans le réseau comme ça, quoi. Et si on demandait aux chauffagistes, c'est peut-être le plus crucial parce que vous avez parlé de RT. C'est pas l'électricien qui va faire ça, c'est pas non plus le gars qui va faire de l'isolant. L'isolant, à l'arrière, il fait son boulot, ça va. Mais le chauffagiste, si on demandait au chauffagiste de passer une formation continue tous les 5 ans, tous les 10 ans, comme c'est le cas en Allemagne, et pas chez les revendeurs, hein, pas chez les fabricants de chaudières, ça, au centre professionnel, quoi, hein, ben, je peux vous dire qu'on n'aurait pas le paysage qu'on a, quoi. Parce que vous insistiez effectivement au départ, parce que effectivement sa possibilité de pouvoir comparer, donc d'avoir des unités ou des principes de comparaison, quoi. Sauf que quand on s'adresse à des artisans, souvent effectivement ils ont des solutions techniques qui ne sont pas les mêmes. Donc du coup, il faut déjà arriver à établir la bonne solution technique pour pouvoir comparer l'intérieur de cette solution, quoi. Et c'est souvent ça la difficulté. Et comme vous parlez de chauffagiste, c'est exactement ça. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont enfin, il y en a certains, moi j'ai fait l'expérience, qui étaient formés, qui me proposaient des systèmes, enfin, des solutions qui me semblaient à peu près cohérentes, et d'autres, on avait des puissances de chauffage ou des solutions, je ne comprenais rien. Quoi. Oui, parce qu'ils font comme ils ont toujours fait, ou alors ils sont formés par les vendeurs de matériel, et donc pour eux ça marche, et je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, mais c'est des fois des solutions qui ont 50 ans, 60 ans, quoi. La pompe à chaleur, quand vous avez fait des études d'ingénieur, pas des études de chauffagiste, quoi. Vous apprenez la première chose, c'est qu'elle a un rendement faible si le delta de température est élevé. Donc la pompe à chaleur, par définition, elle n'est pas faite pour chauffer quand il fait froid. Vous chauffez à l'intersaison, quoi. Mais après, il faut arrêter. Après, ça a le même rendement que le chauffage électrique. La pompe à chaleur, c'est du chauffage électrique qui ne dit pas son nom. C'est la même chose, c'est un radiateur électrique quand il fait froid. Mais en été, c'est sûr, elle a un bon rendement, quoi. Et puis les premiers jours de l'automne, elle a un très bon rendement, quoi. Mais après, il faudrait couper, quoi. Qui est-ce qui sait déjà ça? Allez dans une fois Necovio, vous allez voir, hein, pompe à chaleur, pompe à chaleur, pompe à chaleur. Que des gens qui n'ont pas fait d'études. Ils ne savent pas ce que c'est que la perte. Alors bon, en bidouillant, en truandant, en mentant, en regardant pas certains trucs, on arrive à jouer, quoi. Non. Pompe à chaleur, c'est... Ou alors on est dans ce que j'utilise, moi j'utilise des pompes à chaleur de 450 watts. 450 watts pour chauffer toute une maison, et très peu. Là on se bat à armes égales avec des modes de chauffage écologiques, quoi. Mais pas des énormes pompes à chaleur, quoi. Mais je l'ai soulevé au début en disant effectivement il faut parler de choses comparables, mais je n'ai pas dit comment on le résoudre, hein. Ça ne tient pas dans une heure, quoi. Vous avez raison, hein. Il faudrait... C'est simplement effectivement pour arriver à des choses comparables, c'est qu'on a bien identifié la bonne solution technique. Ouais. Et souvent quand on s'adresse à des artisans, alors il faut aller... solution technique, on se rend compte qu'il y a des préconisations tout à fait différentes. Alors, je vais donner deux, trois pistes. Pour la stabilité du bâtiment, vous allez voir un gars dont c'est le métier, pas un peintre. Vous allez voir un charpentier, un maçon, un tailleur de pierre. C'est comme ça, quand vous avez la pierre de taille, quoi. C'est lui qu'il faut aller voir, il n'y a que lui qui sait. Je connais trop de gens qui vont avoir des crépus sur des peintres parce qu'ils ont un problème sur un vieux mur. Sur un vieux mur, vous n'allez pas avoir un crépi sur un peintre, vous allez voir un tailleur de pierre. Il va dire, ouais, mais c'est bon ça, c'est jointé avec ça, et c'est tout, quoi. Le peintre, qu'est-ce qu'il a comme compétence déjà en jointoyage ancien, en ancienne technique du haut Moyen-Âge, de la Renaissance? Qu'est-ce qu'il a comme connaissance? D'après moi, il a juste ce que, je sais pas, les fabricants de peinture lui balancent, quoi. C'est tout, les peintures miracles à la chaux dans lesquelles il y a 0,1% de choses, ce genre de choses, quoi. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut aller voir, pour la structure, il faut aller voir un gars qui travaille la structure. Pour aller voir le chauffage, c'est mon avis. Il faut aller voir des bureaux d'études qui font de la performance énergétique. Attention, c'est pas forcément très cher. J'ai des copains qui le font, je ne vous donnerai pas de nom. Mais attention, il y a deux types de bureaux d'études. Il y a tous les bureaux d'études qui faisaient de la chaudière fuel et du chauffage électrique, qui maintenant sont spécialisés dans
l'énergétique, il y a marqué dessus énergie renouvelable, photopile, ce genre de trucs. Ça, vous oubliez. Parce que ça va automatiquement se terminer en pompe à chaleur et avec un peu de photopile. Hein, c'est tout. Ils font toujours que la pompe à chaleur, ceux-là. Et d'autres qui n'ont jamais fait de fuel, et il y en a quelques-uns, hein, allez voir Énergie Vie, je ne sais pas comment ils s'appellent, la région, allez voir qui fait les conférences, qui fait des trucs comme ça, et vous trouverez automatiquement. C'est des gars qui ont les dents longues, qui refusent de faire tout ce qui est... qui reprennent la camelote qu'on voit dans les foires. Quoi, hein. Et ceux-là sont spécialisés dans les solutions qui sont vraiment intéressantes. Et ils vous diront, vous avez besoin de temps et temps, vous êtes sur le sol, il y a une nappe phréatique, faites ça, il y a du bois, faites ça, il n'y a pas de gaz, faites ça. Et vous serez très surpris, ils vendent de la performance. Ils ne touchent pas de com sur la chaudière, ils n'ont pas droit à un voyage à Tahiti toutes les 30 chaudières, par exemple. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est quelque chose qui se fait correctement, quoi. Vraiment. Hein. Non, vous rigolez? Vous avez quelqu'un de chauffagiste dans la... Bon. Il n'a jamais été à Tahiti? Bon, à Nouméa, alors, je ne sais pas où, mais bon... Non, mais voilà, c'est pas forcément des mauvaises chaudières. Hein, mais il ne faut pas s'étonner si on est toujours orienté vers... C'est des bonnes chaudières. Hein, c'est une très bonne fabricant de chaudières alsacienne et que je recommande. Mais n'empêche qu'il faut savoir que quand vous n'en avez pas besoin, vous en avez quand même comme par hasard. C'est quand même drôle. Quoi. Donc vendez ces gens allez voir les gens qui font de la performance. Voilà. D'autres questions? C'est pas une question, c'est une remarque, plutôt une question que je me pose. Si je ne vais pas charger ma maison, ma vieille maison sur une grande remorque, et je vais passer de l'autre côté du canal. Pour la mettre en place là-bas ou à cause des entreprises? Oui, et travailler avec les gens de là-bas. Les gens là-bas, ils viennent chez vous pour le faire. Alors attention, il y a quand même des bons artisans en France. J'ai des artisans moi, avec lesquels je travaille. On n'est pas là pour donner des noms. Avec lesquels je travaille depuis près de 20 ans. Quoi, hein. Je ne vais pas les yeux fermés, mais je suis très content quand ils me font une remarque, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je compte sur eux. Quand j'ai commencé au début, j'avais fait une connerie en me disant, de toute façon, le charpentier, il me fera un truc correct. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le charpentier, il a fait la connerie. Et depuis, je pense tout. Et je compte sur la critique du charpentier. Je lui dis, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez là? Est-ce que vous faites ça comme ça, quoi? Il faut être très humble, quoi. Et je pense que c'est pas... Pour certains corps d'État, je ne veux pas faire l'éloge de certains corps d'État et d'autres, je ne suis pas là pour ça. Je sais qu'il y a des entreprises, des très bons peintres, il y a des très bons crépisseurs, des très bons chauffagistes, sur lesquels je me repose. Grâce à eux, je fais mes chantiers qui sont vraiment très performants. Et je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller en Allemagne. Mais c'est vrai que ça fait rêver quand on voit la façon dont les entreprises quittent un chantier le soir ou vous laissent un chantier avant ou après la facture. Quoi. En Allemagne, on se demande si c'est le même monde, c'est pas la même planète. Hein. Ils aiment leur métier, ils aiment le client, ils ont une fierté. Hein. Après un petit vélo, les Allemands ne sont pas forcément férus, parce que là on parle aussi un peu de rénovation du bâti ancien. Les Allemands ne sont pas des grands fanatiques de rénovation attentive du bâti ancien. Oui, ils font aussi des choses très performantes. Ils font de la bonne performance, mais souvent le côté patrimonial est fortement laissé de côté. Oui, pour plein de raisons. Déjà parce qu'ils ont été bien bombardés, on leur a fait passer l'envie de s'attacher à leur histoire, hein, on leur a bien fait comprendre qu'ils étaient du côté du mal. Je ne fais pas de commentaires dessus, mais je suis d'origine allemande, de Nuremberg, donc c'est une ville qui est très chargée en histoire, hein, qui a été... c'était un tapis de cailloux par terre, et la ville est moche, quoi. C'est comme ça, c'est l'histoire. Et donc ils ne s'emmerdent pas quand il y a un truc vieux, ils ne savent plus faire, quoi. Et donc ils ne font pas tout, hein, c'est pas... Oui, ils sont performants beaucoup de choses, mais côté historique, c'est vrai que... Pourtant, moi, ils ont, je sais pas, prenons le Piémont de la Forêt Noire, l'autre côté du Rhin, c'est le symétrique de l'Alsace, ils ont des beaux bâtiments en colombage, des belles maisons minérales, oui. Voilà. Mais c'est vrai que souvent... Ils s'en mettent pas, avec les fenêtres autant... Ils n'hésitent pas sur le PVC, le plastique, les tuiles mécaniques, le béton, etc. Donc, effectivement, ce n'est pas facile de faire de la rénovation, et je pense que beaucoup de concepteurs en France devant la difficulté pour des rénovations, quand un client veut faire rénover, il dit simplement pas que le client rénove, qu'il arrache plutôt. Et là, j'apporte une main à l'ASMA, Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, qui est contre ce genre de procédé. Et donc, je dis que ces concepteurs préfèrent dire au client, attendez, ça va vous coûter 3 fois plus cher, j'exagère. Et souvent, il dit ça va vous coûter le double. Qu'est-ce que fait le client derrière? Donc ça, c'est des concepteurs. Il le pense. Hein, il y en a beaucoup. Hein. Attendez, Il y en a beaucoup. Oui, mais ça, c'est grave pour la profession.
Et c'est une réalité. Bon, attention, il ne faut pas non plus se voiler. 2 fois, ça me semble vraiment qu'il y a pas les choses, c'est rare que j'ai des chantiers 2 fois plus chers. Aussi cher que neuf, voire un peu plus cher, c'est quand même une réalité. Après, il y a des ouvrages d'architecture vernaculaire qui ne sont pas forcément très intéressants, ou lesquels les gens qui ont une histoire qui est intéressante peut-être pour les gens, mais c'est quand même une réalité. Après, les gens le font ou ne le font pas. Ça se pose pour, on va dire, des ouvrages d'intérêt général qui appartiennent au patrimoine de la commune ou d'une région. D'une manière particulièrement accrue. Ça, c'est vrai que ce discours-là est inacceptable. Mais pour le reste, j'ai un regard un peu différent. C'est quand même priorité à la vie, au bonheur des gens. Et avec, moi, je suis plutôt... mon problème n'est pas de sauvegarder le vieux ou pas, c'est d'augmenter les performances ou pas. Augmenter les performances ou pas, ça veut dire laisser les vieilles fenêtres. Je suis le premier à dire ça parce que mon père a des fenêtres qui ont plus de 70 ans. À être massif, il n'y a rien. Seulement, c'est une double fenêtre cloisonnée en Allemagne. Et je veux des fenêtres performance pas AVC parce que ça coûte moins cher de mettre des nouvelles fenêtres que de les faire repeindre. C'est normal. Il y a un linéaire de peinture et c'est des Polonais qui viennent. Ils sont payés en monnaie polonaise. Il faut parler polonais. Ils ne posent pas de questions. Ils vous bazardent tout le reste et ils repartent presque le même jour. Quoi, hein, pas d'histoire. Payés en cash. Pourquoi payer plus cher alors que ça coûte moins cher de changer la fenêtre quoi. Ça me rend malade. Malade. C'est mon grand-père qui a mis ses fenêtres en être massif. Il n'y a pas un endroit où ça pourrit, quoi. C'est une double chambre. Je suis sûr que la fenêtre ancienne est plus performante que le PVC. Beaucoup plus. Parce que c'est du gros bois, c'est bien espacé, il n'y a jamais de condensation. Donc moi, ma question, c'est pourquoi vouloir faire une maison BBC dans une maison à colombage alors qu'il suffit de mettre un peu de pull, pas chauffer les chambres et chauffer uniquement le bas, quoi. C'est tout, comme on faisait autrefois. C'est tout. Pourquoi faut-il chauffer toute la maison? Moi, c'est ce qui me pose un problème, quoi. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Une personne âgée qui est très frileuse, elle n'aura pas forcément les choses comme ça. Une maman qui a 6 enfants, qui gagne peu d'argent, elle est peut-être plus sollicitée. Elle a peut-être aussi envie d'avoir un peu de confort, plus que d'autres, quoi. Hein. Il y a des situations. Et moi, ma solution est là. Et je privilégie moins de performance. Arrêtez de vouloir des garages, arrêtez de vouloir motoriser les portes, les fenêtres, les poubelles, les trucs comme ça, quoi. Non, vous rigolez, mais c'est ça, quoi. Moi, j'ai un client qu'on m'a envoyé, son seul programme, c'était de pouvoir balancer ses chaussettes de l'étage directement dans la machine à laver. Donc, il s'en foutait des façades, il s'en foutait. Quand j'ai présenté le projet, j'ai fait une maison, c'était la plus belle maison que j'ai faite, que j'ai dessinée. Et la première chose qu'il voulait voir, c'était où est le conduit. Et j'ai eu le malheur de décaler un peu le conduit. Il m'a dit non, si le linge reste accroché, ça tombe pas dedans. Moi, j'ai vu chez des copains le conduit qui tombait sur la machine à laver. Maintenant, ça lave là, et balance ses chaussettes dedans, ça tombe dans la machine. Il ouvre juste le couvercle. Ça c'est le confort, c'est la modernité, quoi. Et non, mais ça m'est arrivé 2 fois, quoi, en 20 ans, quoi. On est dans le, je sais pas comment vous appelez ça comme vous voulez, quoi. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on efface des trucs qui sont intéressants, qui sont bien, qui ont passé 500 ans, 1000 ans, pour des problèmes comme ça, ou est-ce qu'on met un pull de plus? On ne chauffe pas toute la maison, ce qui est mon cas, c'est beaucoup mieux pour la santé de toute façon, hein, je le dis, je le martèle, punaise, arrêtez de chauffer les maisons comme ça, surtout pas à 20 degrés, 22 degrés, quoi. Et la vie vous sera beaucoup plus facile, plus heureuse et plus saine, quoi. C'est ça mon point de vue, quoi. Il n'est pas... ramener le confort et la modernité dans tous les vieux bâtiments, on ne ramène que des ennuis. C'est même pas que des problèmes de dépassement de budget, des trucs qui n'ont pas de sens du tout, quoi. C'est les mecs qui foutent de la domotique là, dans les maisons à colombage, des trucs comme ça, mais c'est... J'ai refait un chantier de domotique ancien. Chantier de domotique, quand vous arrachez la domotique, vous avez 2 bennes à ordures pleines de câbles, de moteurs, de cerveaux, de répartiteurs, de conneries comme ça partout, quoi. Un truc incroyable. Vous faites ça une fois, puis qu'est-ce que ça a rendu comme service ça pour remplir 2 bennes? Un truc complètement qui ne sert à rien, quoi. Ouais, il faut être sobre, quoi. Je pense, hein, on dit souvent c'est le Corbusier, c'est pas mon maître, le Corbusier il disait qu'est-ce que l'architecture, je suis architecte, hein, donc j'ai cette déformation, elle dit c'est la lumière et l'espace, c'est tout. Et dans les maisons anciennes, c'est ce qu'il faut savoir retrouver, hein, il ne faut pas les remplir de tas de trucs, quoi. Je pense que c'est ça la voie. Et on fait un bilan, ce sera peut-être le mot de la fin si vous avez plus d'autres questions, on fait un bilan carbone excellent en gardant le gros œuvre déjà. On peut l'adapter, hein. Moi j'ai aucun problème, hein. C'est pas la prostitution, transformer, on l'a toujours fait. Les bâtiments, on sait depuis les Romains, parce que l'Italie est pleine de ce genre d'expérience, que les bâtiments qui passent le mieux le temps sont les bâtiments qui ont le plus de caractère. Il y a des palais romains qui ont été transformés en marché, donc avec des cochons, des poules et des prostituées dans les coins, des clodos et ainsi de suite, quoi, hein.
C'est ça, un vrai marché, c'est ça, hein, c'est la vie. Hein. C'est pas un truc à bobo avec des saucisses vendues à l'unité. Quoi, hein. C'est là où on crève des cochons. Et donc ça pue partout, hein, marché. En Italie, le marché, ça sent. Quoi, hein. Marché dans tous les pays chauds. Quoi. Et ben, c'est devenu des marchés, après c'est devenu des magasins, maintenant c'est des boutiques. Et les bâtiments qui ont le plus d'avenir sont des bâtiments de caractère. Il ne faut pas hésiter à leur donner une nouvelle vie. C'est pas parce que c'est une maison que vous ne pouvez pas mettre des saunas ou des trucs comme ça. Quoi, hein. Il faut y aller joyeusement. Quoi. Une maison ne doit pas rester forcément une maison. Quoi. Et, si vous pouvez récupérer, ça a toujours été fait. Quoi. Et il ne faut pas hésiter à garder des histoires pour vos enfants, pour le passé. Il ne faut pas toujours le jeter. Quoi. C'est un peu mon idée. Quoi. Et le bilan carbone est excellent. Quoi. Vous avez encore une remarque? Ouais. Là où les règles, où est-ce que je pourrais retrouver la règle au niveau de l'hydrométrie des matériaux anciens? De ce que vous disiez. Elle est simple, 18%, et là, la règle, vous le donnez. Pour le Je n'ai pas très bien compris le principe, c'est pendant la mise en œuvre, la pièce doit avoir 18%. La situation dans laquelle l'ouvrage de bois doit vivre sa vie, c'est 18% max. Donc c'est avant, pendant et après. Si vous avez un morceau de bois trempé, vous ne le mettez pas en œuvre parce qu'il va être confiné, il va pourrir. Si vous avez un support, un substrat, un subjectile mouillé, vous posez votre bois sec dessus, il va prendre l'humidité, parce qu'il pompe, hein, c'est comme un buvard, il y a un équilibre osmotique qui va se mettre en place, il va se mettre à l'unisson et il va être exactement comme tout le reste. La pierre vit plus ou moins bien l'humidité, et c'est là où elle vit bien, hein. Très bien, moi j'ai refait des moulins, vous pouvez raconter ce que vous voulez, hein. Il est né dans l'eau et il terminera dans l'eau. L'eau monte de partout. Quoi. Je vois aussi, mettons, voilà, moi je démonte souvent des maisons alsaciennes et je les remonte ailleurs, de temps en temps, le temps qu'on les monte, elles se prennent à flotte. Voilà, si c'est du chêne ou du sapin, il peut être trempé pendant quelques temps. Ouais, s'il y a 100 au sec et qu'on le laisse ventiler et qu'il ressèche, aucun souci, quoi. C'est ça. Mais c'est sûr qu'une fois qu'il est en place et que tout est en place et qu'il est pris dans son isolant, dans son remplissage et tout ça, c'est à ce moment-là qu'il faut que... C'est sa situation. Et on a beaucoup de sinistres, surtout dans les bâtiments industriels. J'étais abonné à une revue qui s'appelle Quadriga, qui est une revue sur les sinistres et la construction en bois. Et on a énormément de sinistres parce que les charpentiers ont mis du bois neuf en œuvre qui s'est pris l'eau. Pas beaucoup. Il a été mis. Moi, je monte une maison, certaines maisons, une demi-journée, une journée. Donc, quand le bois s'est pris la flotte, qu'on ferme, que le plâtrier, dans la foulée, vient imposer l'isolation fermée, le bois a beau être humide mais pas trempé, il est condamné. Et quand c'est le bâtiment à toit plat, c'est des revues passionnantes. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Il s'est pris de l'eau, des fois c'est juste une tension. Quoi. Il s'est pris de l'eau ne peut pas sortir, et le toit plat, ça fesse. Donc on remplace une fois les plâtres, une fois les peintures, après les plâtres, et après on ouvre, et total charme. C'est-à-dire le toit doit être totalement remplacé. Sur une maison neuve, 3 ans après. Les chenales payent. C'est pas le propos. En Allemagne, il n'y a pas de décennale. En Allemagne, vous faites une connerie, c'est vous qui êtes responsable de la connerie. La décennale, c'est l'assurance quand même. Oui, mais pas la décennale. L'assurance décennale française est quelque chose qu'on doit à la médiocrité de l'esprit français. Je ne sais pas, de la qualité des travailleurs. Ça favorise la médiocrité. Je ne peux pas savoir, mais c'est caractéristique de la médiocrité. J'ai beaucoup d'industriels ou des gens qui m'ont dit, entendu dire, on s'en fout, ça va lâcher, si ça lâche pas c'est bien, si ça lâche c'est la décennale. On y va au moins cher, ou on économise quelques éléments, la décennale est là. Ça sert de filet, ou elle vous paye un matériau que vous n'avez plus de budget pour payer. Quoi. C'est la médiocrité française. Dans les pays anglo-saxons, vous ne jouez pas à ça. Le mec vous regarde dans les yeux, c'est lui qui paye. C'est lui qui a fait la faute. L'entreprise, ça n'a pas son expertise, c'est lui qui prend. Ils n'ont pas cette culture de la médiocrité. Quoi. Et c'est quelque chose de fantastique qu'on a, qui est la tradition française, la décennale, qui est catastrophique. Je ne vois ça pas du tout dans mon œil. Une autre question? Oui. Nous, justement sur un chantier de rénovation d'une maison alsacienne, c'est mixte, donc vous avez soubassement, etc. Donc on le voit avec un rentier à cet endroit du torchis, on a de la brique, du moyen degré, c'est à préciser. Donc nous on était parti, comme ça a été dit, sur le matériel un peu miracle à la mode en ce moment, le béton chauve, en disant qu'on va mettre une couche intérieure, raisonnable en fonction de ce qu'on veut attendre, etc. Et
ce qui a été dit précédemment, donc c'est pas de végétal sur du minéral. Là, on serait dans ce cas de figure donc, de la fausse piste. Ça dépend des conditions. Ouais, bah, moi, ça m'est arrivé de faire du béton de champ sur des murs en pierre. Là. Il y a un exemple assez, où les propriétaires sont assez disponibles à ouvrir la porte, c'est Avignon-sur-Moderne, une maison en grès complète, quoi. Et ils ont isolé par l'intérieur avec 10 cm de béton de chambre branché contre le mur en grès. Et il a fallu assécher la maison de différentes manières parce que l'humidité était forte quand même. Maintenant, les murs sont très secs. Théoriquement, ça doit faire son temps, quoi. Alors, il faut quand même fixer quelques. Il y a une croyance qui. J'en profite juste pour dire que souvent un mur en pierre, soi-disant, a un taux d'isolation très faible, et souvent il suffit de faire un enduit qu'on appelle le correcteur thermique pour rectifier la sensation de froid, et plutôt que de vouloir isoler par l'intérieur. Alors, le béton de chanvre est un excellent correcteur thermique, c'est pas isolant. Vous avez fait des études, vous apprenez que deux choses. Ce qui isole, c'est l'air. Dans le béton de chanvre, il y en a peu, donc c'est un mauvais isolant. Et deuxièmement, que quand on met un liant dans les fibres, on passe plus dans la catégorie isolant. Donc c'est pas mes critères. Donc vous avez un critère qui donne, je ne sais plus combien c'est 0,45, je ne sais plus quoi, qui définit la limite d'un isolant. Et le chanvre chaud n'est pas du tout un isolant. Pour vous donner un exemple, pour être RT 2012, il faut 35 cm de chanvre chaud. Il faut isoler comme ça pour avoir un peu de confort. Donc quand vous mettez, les gens que je connais, et je crois Viviane Soumander, c'est les mêmes, en fait l'expérience n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Parce que c'est pas un isolant, c'est un correcteur de... C'est-à-dire qu'on n'a plus l'effet parafroide. Les gros efforts qu'ils ont fait, les gros investissements qu'ils ont fait pour mettre leurs 10 cm branchés sur tous les murs intérieurs avec ces brasements de fenêtres, les coffrages contacts, les mettre en etc. pour faire un temps fou à 10 ans. Ben ouais, moi je trouve que le bilan finalement est assez mitigé, quoi, puisque déjà un béton de champ nécessite énormément de chaux. La chaux c'est un matériau qui est assez puissant, enfin voilà, le véhicule en carbone, on dit. Mais et tout ça pour un résultat assez faible, alors qu'ils ont déjà un mur de plus de 50 cm, 60 cm d'épaisseur de grès. Un enduit mince aurait, je pense, eu le même effet, quoi. Ouais, et la maison dont on parle, elle est quand même parmi les projets PVC. Ouais, alors eux, ils ont joué le jeu de faire des études. Mais ça tient parce qu'ils ont mis, sur mes conseils, je crois, 35 cm ou 40 cm d'isolant dans le toit, quoi. Donc, ce qui est performant, c'est pas ça. Je ne vais pas dire que ça coule le projet. Mais d'après moi, c'est les mêmes. Donc, ce qui est performant, c'est le toit, quoi. On m'a dit, le toit, c'est vachement bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le toit. Le toit, je connais l'histoire. Hein. C'est moi qui l'ai conseillé. C'est le bas. Le bas, on n'en parle pas, quoi. Et bien, en demandant 10 fois autour, c'est à peu près ce qui me semblait, quoi. Bon, pour faire simple, ce n'est pas un isolant. Imaginez-vous que vos 10 cm de chanvre chaud, c'est comme 3 cm de polystyrène. Moi, je fais énormément d'expertise. Quand on me dit une maison est isolée qui a 3 cm de polystyrène, c'est un raisonnement des années 70, ça. Imaginez-vous un bureau d'études ou un plâtrier qui vous dit on va isoler toute la maison avec 3 cm. Vous imaginez ce que le gars se permet de vous donner comme conseil? C'est ahurissant, c'est un bonimenteur. Ce sont des bonimenteurs, ce sont des gens qui vous fourguent un truc, quoi. Alors, pardon? Alors, laissez-moi terminer. Le chanvre chaud a cette propriété qui est justement, dans les cas où on ne peut pas faire autrement, de pouvoir limiter l'effet parafroide. Dans certains systèmes qui ont peu d'étanchéité à l'air, c'est bien parce que ça enduit bien. Mais dans une maison où vous pouvez le mettre, notamment sur des colombages, donc c'est surtout aux étages, c'est très sec, vous pouvez mettre de la laine de bois, vous embêtez pas avec ça, quoi. C'est l'erreur à pas faire. Pardon? Pourquoi? Mais parce que c'est très sec. Ça marche, hein. Pardon? On l'a fait, ça marche. Faire quoi? Non, mais j'ai pas dit que ça marchait pas, j'ai dit que ça n'apportait rien, c'est tout. Et la question se pose si on isole de l'intérieur, l'inertie du bâtiment il prend un coup, donc. Non. Ah, si, non. L'inertie du bâtiment se calcule. Non. Surtout si elle a un mur. Il faut. Attendez, l'inertie du bâtiment, je fais des maisons passives. L'inertie du bâtiment, ça se calcule. C'est-à-dire, si vous avez un minimum de surface, je ne sais plus combien c'est un tiers de la. Mais dites pas non, monsieur. Quand vous avez un tiers de la surface intérieure qui est représentée par une dalle béton, qui est représentée par un mur en briques,
ou du remplissage en briques, ou des crépis épais comme ça, on a largement... Est-ce que vous avez une idée de l'inertie qu'il faut sur 24 heures? Un mur comme ça n'apporte aucune inertie. Savez-vous quelle est l'épaisseur que doit apporter sur 24 heures, quelle est l'épaisseur de matériaux lourds qu'il faut sur 24 heures d'inertie? Bon, vous n'avez pas d'idée. 7 cm. C'est-à-dire qu'on commence à partir de 3 cm. Et le champ chaud vous apporte rien du tout comme isolé. Les rares fois où j'ai demandé aux ingénieurs, et si on met un matériau lourd comme une laine lourde ou une laine de bois lourde, ils me disent mais arrête ces trucs de vendeurs, même pour la laine de bois. Il y a un mythe qui dit que la laine de bois elle a un déphasage. C'est un truc qu'on trouve chez les vendeurs. Un isolant, par définition, qui fait quelques grammes, n'a aucune inertie. C'est moins pourri que la laine de verre. La laine de verre, c'est évident, c'est en minutes que ça se fasse, quoi. Mais ça n'a aucune inertie. C'est une vue de l'esprit. C'est comme le strabisme, c'est quelque chose qui se guérit, qui se soigne, quoi. Pardon? Moi, je parle d'un mur qui a de l'inertie, pas de l'isolant. Mais vous parliez avant. Oui, mais il faut juste un mur. Un mur par une chambre, ça suffit largement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit on met 2-3 plaques de plâtre, soit on demande au crépisseur ou au plâtrier de blinder, de mettre une épaisseur de crépi pas possible, soit on met des éléments lourds, un escalier. Moi j'ai mis des escaliers en béton là où c'était pas nécessaire, les gens ils voulaient un escalier, j'ai dit écoutez on va jouer, ça prend l'inertie, c'est génial parce que c'est toutes les faces qui se travaillent, la face inférieure, supérieure, et comme vous ne considérez que 7 cm, une marge de 14 cm, c'est parfait. Un escalier vous contentez qu'un grand mur. Il ne faut pas toute l'intérieur de la pièce en inertie, il faut quelques éléments d'inertie. Ça se calcule, et après c'est proportionnel à quoi? C'est proportionnel aux entrées, aux intrants, aux apports solaires. Si vous avez des immenses baies vitrées, là, il faut beaucoup plus. Mais si vous êtes dans une maison alsacienne, je ne vais pas dire que considérez que vous n'avez aucun inertie, aucun intrant, mais quasiment, quoi. C'est des petites fenêtres. Là, vous en fichez complètement. Mais pour résumer, le chambre chaud n'a 0,00 inertie au terme d'un isolant lourd comme du béton, de la pierre, des tomettes, c'est rien du tout, quoi. Mais allez voir un ingénieur peut vous le calculer. Il va dire, oh, il est inertie, allez, 20 minutes d'inertie. Mais qu'est-ce que vous faites avec 20 minutes d'inertie? Bon, là, c'est une journée, 2 journées d'inertie. Un cas d'étude un peu pour éclaircir la situation. Là, moi j'ai un projet personnel avec ma compagne, on a démonté une maison alsacienne, on l'a remontée, on a fait les remplissages en torchis, on l'a isolé par l'intérieur en bottes de paille, enduit terre. Donc peu d'inertie, à part les enduits terre qui sont 3-4 cm. Mais ça suffit. Mais là où est l'inertie la plus importante, c'est dans les cloisons intérieures qui sont en colombage et remplis de torchis. Et au rez-de-chaussée où j'ai un corps lourd qui passe de la cuisine au salon à l'entrée, qui fait le tour d'un mur en briques de terre crue. Des briques de terre crue qui ont 300 ans, j'ai récupéré la vieille maison. Et c'est énorme. Et c'est ce mur-là qui, lui, encaisse. Il vous donne énormément d'inertie. 15 cm d'épaisseur. Ouais. Une fois qu'il est chaud, ce mur, il reste chaud, je dirais à peu près 15 à 20 heures, sachant que les maisons bien isolées. Et donc, les murs extérieurs, eux, n'ont aucune inertie. On met plus d'inertie de masse dans les murs extérieurs. Mais c'est une hérésie complète. Allez voir un ingénieur qui a vraiment calculé ça, quoi. Le chambre chaud, c'est les premières choses qu'on dit. Je ne sais plus comment il s'appelle, Jean-Pierre Oliva, qui était dans la formation justement par le Psychoparc. Hein. Je crois que c'est lui, quoi, mais il avait lu au CERF, il ne veut pas en entendre parler. C'est des bonimenteurs de foire qui créent des mythes, hein, et ça se propage lentement comme ça. Ça peut dépanner. Moi j'appelle ça un médicament. C'est quelque chose qui sert dans les situations où plus rien ne sert. C'est des choses que moi j'en ai utilisé dans les cars, mais c'est pas dans le neuf, dans le colombage, non. Dans les cars on ne sait plus s'en servir, quoi. Et donc on arrive à utiliser d'autres matériaux, mais c'est pas du tout un matériau performant, quoi. C'est performant dans les situations de pathologie. C'est aussi performant qu'un torchis, quoi. Un torchis c'est la terre. C'est un peu plus performant. C'est un tout petit peu plus performant que tout. Mais c'est plus du tout isolant, quoi. On n'est plus au Moyen-Âge. Hein. On n'est pas dans des lambdas, dans des valeurs qui permettent d'atteindre les mêmes performances que les laines. Voilà. En fait, les voilà. On peut considérer que c'est pas un isolant, ça ne rentre pas dans les critères pour atteindre les performances qu'on peut atteindre aujourd'hui. Par contre, c'est pas non plus. Ça a quand même un lambda qui existe, même s'il est au-delà de la catégorie des isolants. Mais pour le même argent, vous mettez. Une épaisseur énorme. Oui, attention. Pour le même argent, vous mettez un matériau qui est aussi écologique, voire plus écologique et infiniment plus performant. Un isolant minéral à base de sable et de chaux, qui est pas aussi isolant que le polystyrène, mais ça n'a rien à voir. Un isolant réel, hein, excellent, quoi, pour moins cher. Quoi. Et sable et chaud et eau. Donc 100% biodégradable, ils viennent pas très loin.
hygrocompatible avec tout ce que vous voulez, quoi, hein. Vous pouvez le coller, marcher dessus, arroser dessous, et lui il s'en fout, point arroser dedans, ça bouge pas, quoi. Et vous pouvez refaire une maison à colombage, mais colombage je ne le ferai pas parce que c'est pas très plan, quoi. Je mettrai la laine de bois. Et là où c'est trop humide, vous mettez cet isolant minéral, sable chaud, mais excellent, c'est un vrai isolant, quoi. Il y a un lambda qui vous fait pas rire, quoi. C'est pardon. Là, on est typiquement dans les choix, les précisions qu'on doit faire, Oui, les informations qu'on doit chercher avant le chantier. On ne peut pas faire tous les choix de mise en œuvre, etc. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur le chantier, le déroulé du chantier, comment ça se passe. Si on peut continuer à changer peut-être autour d'un. Mais je voudrais quand même une petite nuance, ce que vous avez dit est intéressant. C'est vrai que le chambre chaud est un isolant, mais on dit en dessous de la Loire, donc c'est la moitié inférieure de la France, quoi, hein, et le reste, le nord-est, c'est incliné, c'est pas du tout un isolant. Tous les ingénieurs vous le diront, ce n'est pas un isolant, et les spécialistes du matériau, sauf les vendeurs de matériaux, évidemment. Si vous allez voir un vendeur de chambre chaud, il vous dira que c'est le meilleur isolant, c'est n'importe quoi, quoi. Et après, ça bascule dans la croyance, on lui demande des faits, des chiffres. Ah, mais on a mesuré des effets spéciaux, je connais les gogos, mais quand je veux des documents, les effets spéciaux, je les trouve pas, quoi. Et c'est très important, non seulement cette interprétation est liée à l'ère géographique, en Corse et tout ça, c'est très important, c'est très bien comme isolant, mais en Alsace, non. Et deuxièmement, c'est lié à l'histoire. À partir du moment où on a basculé, c'est à partir des années 70, où ça n'a plus été considéré comme isolant, parce que ce critère, ce lambda, il a évolué, et il va continuer de monter, et donc ça sera de moins en moins isolant. Donc les gens qui ont mis ça, il y a un moment, on va leur considérer. C'est ce que je fais quand je fais une expertise, que je trouve 3 cm de polystyrène, je mets maison non isolée. C'est comme ça. Même si elle a 10 cm ou 15 cm de chambre chaud, c'est une maison qui n'est non isolée. C'est expliqué scientifiquement, quoi. Et ça, c'est lié à l'histoire. Il faut bien connaître pourquoi. Et les gens jouent là-dessus, quoi, sur cette ambiguïté. Donc on va revenir peut-être à ce que vous disiez. Non, je ne sais pas si on a des questions sur le chantier. Encore des questions ? On va peut-être sortir quelques boissons et puis échanger de façon informelle. Voilà.